Alors, bonjour à tous. Ayant le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. Alors, la Commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du volet Affaires municipales des crédits budgétaires du portefeuille Affaires municipales et habitation pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 1h45 est prévue à l'étude des crédits. Est-ce qu'il y a des remplaçants, Monsieur le secrétaire? Aucun remplacement, M. le Président. Aucun. Alors, comme d'habitude, nous procédons à des discussions d'ordre général par bloc. Alors, nous allons débuter avec la députée de Mont-Royal-Outremont. Vous avez la parole pour un temps de 20 minutes et 50. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je vous salue, vous tous. Bonjour, Madame la ministre. Salutations à vos équipes. Collègues du gouvernement, du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Donc, sans plus tarder, commençons nos échanges sur les affaires municipales. On a eu dans la dernière année l'occasion, Madame la ministre, vous et moi, on a siégé sur le 57, sur le 79, sur des projets d'intérêt privé. Il y a un enjeu Il y a un enjeu qui est inquiétant, c'est la question de l'état des infrastructures et des investissements qui sont faits par les municipalités je dirais, le sous-financement de la part du gouvernement. Donc, cet enjeu des infrastructures touche aussi à la crise du logement. Parce qu'on voit dans plusieurs villes qui doivent freiner leur développement résidentiel. Donc, comment est-ce que vous expliquez que des villes comme Trois-Rivières, Longueuil ou Chelsea, puis il y en a plusieurs autres, doivent freiner leur développement résidentiel faute d'aqueducs ou d'égouts adéquats? Bon, alors, je remercie ma collègue pour cette question, évidemment, pour les infrastructures. C'est une priorité, évidemment, pour notre gouvernement. Vous comprendrez que depuis qu'on est en poste, les chiffres démontrent que le total des infrastructures en eau, on parle de plus de 9,5 milliards. Donc, c'est vraiment énorme. On a les programmes comme le Primo, la TEC. On a annoncé dernièrement, peut-être que la semaine passée, ça a passé quand même dans les médias, le programme Puits. Ensuite, le programme pour la gestion des eaux de pluie. On travaille énormément avec le fédéral. Il faut comprendre aussi que le fédéral, on a négocié avant les dernières élections l'entente pour les infrastructures pour la construction de logements. Ensuite, on a annoncé le FIER. C'est la première fois, c'est des montants quand même considérables, 250 millions, pour aider les projets en habitation. Donc, quand vous dites on est inquiet au niveau de la construction de logements, bien, on met même des programmes d'infrastructures en eau qui concernent la construction de logements pour accélérer la construction de logements. Donc, c'est quand même 250 millions. C'est certain que je ne peux pas cacher qu'avec le Primo et la TEC, on est à 2,4 milliards le Primo, la TEC 3,3 milliards. Je dois quand même avouer qu'il y a eu peut-être moins de montants de la dernière TEC du gouvernement fédéral, mais nous, on a augmenté de 900 millions. Donc, c'est sûr que pour nous, le gouvernement québécois, on a augmenté notre part à la TEC. Et avec tous les programmes, bien, je pense qu'on est très présent. Maintenant, il faut voir que toutes les municipalités peuvent déposer des projets. On y va selon les dépôts de projets qui sont arrivés aux affaires municipales qu'on reçoit. Merci. Oui, je reconnais qu'il y a des programmes, certainement, mais quand vous voyez qu'il y a des villes qui doivent... Il y en a quand même toute une liste. J'ai nommé Trois-Rivières, Longueuil, Chelsea. Il y en a plusieurs autres. Lévis, Sherbrooke, j'en passe, il y en a douzaine là, dans les médias. Vous voyez pas là, donc, la démonstration d'un sous-financement, un sous-investissement chronique dans les infrastructures municipales essentielles? Bien, je vois vraiment, puis ça fait bien, je peux le dire, vous n'étiez pas là, mais c'est sûr qu'il y a eu un sous-financement avec l'ancien gouvernement parce que, veut pas, c'était vraiment plus intéressant d'annoncer une bibliothèque, une caserne de pompiers, l'aréna, un centre communautaire, un centre culturel. Ça, c'est sûr, puis les projets, les annonces étaient vraiment vers ces projets-là. Maintenant, considérant les changements climatiques, considérant les inondations, on a augmenté nos programmes. Il y a même des programmes pour les inondations au Québec. 1,5 milliard, tu sais, c'est pas rien. On est arrivé en poste, il y avait eu des inondations. Donc, nos montants sont énormes. Puis, pour les grandes villes, juste pour Montréal, si on regarde,
Pour Montréal, c'est quand même 429 millions. Québec, 132 millions. Puis les montants sont disponibles. Mais comme je le dis, aux municipalités déposées. Et vous voyez la belle équipe qui est ici aux affaires municipales. Donc, on accélère les projets, mais on change, comment je pourrais dire, on essaie d'avoir des projets vraiment diversifiés parce qu'on a même le projet comme la gestion des eaux de pluie. On a le programme pour les unités individuelles, soi-disant les fosses septiques avec les résidents. Donc, on essaie vraiment d'aider toute la population. En même temps, il faut respecter la nappe phréatique. Ça, c'est important parce qu'il y a eu des projets qui ont été des développements domiciliaires qui ont été annoncés, construits quand on est arrivé en poste, mais il n'y avait pas la capacité en eau. Donc, c'est important que quand il y a un projet, on le travaille avec le ministère de l'Environnement pour avoir la capacité en eau, évidemment les permis, mais on va quand même très, très rapidement. Merci. J'ai combien? Il y a quand même... on remarque tout de même que dans le PQI, je comprends qu'il y a des programmes, que vous dites aux villes déposer des projets, mais j'y reviendrai parce que clairement, il y a des projets qui sont déposés, là, qui sont refusés. Puis si les villes sont de plus en plus nombreuses à imposer des moratoires, à freiner le développement, mais il doit y avoir un problème avec certains programmes. Mais revenons à la question, parce qu'il y a le déficit de maintien des actifs actuels, il y a le fait que ça prend... faut élargir le réseau, plus de canalisation pour desservir les nouvelles constructions. Puis après ça, il y a toute la question d'avoir des infrastructures résilientes pour les changements climatiques. Mais juste sur le déficit de maintien, selon le CIRIU, le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, la valeur de remplacement des infrastructures d'eau, celles qui sont à risque de défaillance élevée ou très élevée, est estimée à 18,2 milliards au Québec. Or, la part du PQI qui leur est destinée a diminué. Elle est passée de 7,3 % en 2018 à 4,7 % en 2024. C'est 7 milliards sur 164 milliards. Moi, j'y vois une baisse, un désengagement qui préoccupe les municipalités. L'UMQ, la FQM sont sortis pour déplorer cette baisse d'investissement. Comment est-ce que vous justifiez ce recul? Bien, en fait, c'est bien parce qu'on peut discuter ici. Si on parle de recul, l'UMQ, avec la FQM, on a démontré avec tous les programmes au niveau des infrastructures. Exemple, il y a le programme avec mon collègue à l'environnement pour l'adaptation à la transition au changement climatique. On a énormément de programmes, puis ça concerne les infrastructures. Donc, même au niveau des infrastructures, l'UMQ, la FQM demandait 2 milliards d'investissements par année. On est vraiment au-delà de ça. Nos programmes au niveau des infrastructures municipales sont vraiment plus généreux. Donc ça, je crois que les deux unions ont bien compris. Maintenant, ce qui est différent, c'est que ça a été ma première question, puis je pense que mon équipe pourrait le mentionner. Quand je suis arrivée en poste, j'ai demandé s'il y avait l'inventaire. Est-ce qu'il y avait un inventaire des infrastructures municipales au Québec en eau? Et il n'y en avait jamais eu. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que ça prend une planification. Il faut savoir où ça va bien, où ça va moins bien, puis l'état de nos infrastructures en eau. Donc ça n'avait jamais été fait. C'est important de le mentionner. Donc, on a mis en place le programme de gestion des actifs en eau. Chaque municipalité va devoir, et il y en a plusieurs quand même qui ont déjà adhéré, va devoir connaître son inventaire d'infrastructures en eau d'ici 2026. Donc, quand une municipalité veut investir, elle va connaître où sont les endroits problématiques et combien ça coûte. Ça s'était jamais fait. Puis aussi, avec la politique nationale d'aménagement du territoire, ça faisait quand même 22 ans qu'on voulait l'appliquer, qu'on ne l'avait jamais appliqué. On a avancé avec la politique nationale d'aménagement du territoire, les OGAT. Ça, c'est vraiment la priorité, la planification. Donc, les municipalités et les MRC doivent bien planifier, mais les programmes sont là. Les programmes sont très généreux. Puis à ce moment-là, ça s'est très, très bien passé avec les unions pour ce dossier-là. OK, donc meilleure planification. Là, les villes vont s'occuper de ça de leur côté. Les programmes sont là. Mais comment vous expliquez quand même qu'il y a une part moins importante dans le PQI qui est attribuée au déficit de maintien des infrastructures? Là, vous ne voyez pas qu'on va potentiellement causer une dégradation additionnelle des infrastructures? Bien, je le dis sans prétention, mais on attend vraiment de savoir qui va travailler le dossier des infrastructures au niveau du fédéral, parce que, comme je le dis, nos montants, nos investissements sont vraiment plus généreux ici avec le gouvernement. Donc, on a eu des belles rencontres avec le ministre Nathaniel Smith.
Mais on attend parce que tout était bien négocié. On s'est rencontrés à Montréal également pour ce dossier-là. Donc, je crois que notre proposition intéressait le gouvernement fédéral, mais on attendait de voir qui allait être au gouvernement pour les prochaines élections. Donc, même les unions, la FQM, l'UMQ, demandent au gouvernement fédéral d'investir leur juste part au niveau des infrastructures en eau, mais j'ai confiance, j'ai vraiment confiance. On comprend qu'il faut collaborer avec les autres paliers de gouvernement. Donc, à Trois-Rivières, par exemple, pour leur usine d'épuration dont ils ont besoin à un coût d'un demi-milliard, c'est ce que vous leur répondez? Parce que là, ils ont stoppé le développement. Là. Une ville en croissance qui stoppe son développement, ils ont mis sur pause le développement résidentiel en pleine crise du logement. C'est ça la réponse. C'est attendez, il y a des fonds qui vont venir des autres paliers? Ben non, c'est sûr qu'on est tellement en collaboration. Puis pour Trois-Rivières, je crois que c'est près de 40 millions qui ont dans les coffres pour pouvoir investir au niveau des infrastructures en eau. Donc, on parle quand même d'un montant considérable. Puis, je ne veux pas me défendre, mais les montants n'ont jamais été aussi généreux pour les infrastructures en eau. Donc, on parle du Primo, on parle de la TEC, on parle de l'adaptation au changement climatique qui touche les infrastructures en eau également, le programme de gestion des eaux de pluie, le programme Puits. Il y a le PRAFI aussi au niveau de la protection des citoyens. Et je ne peux pas parler longtemps, sauf qu'il y a même la stratégie d'économie d'eau potable dans toutes les municipalités pour diminuer les fuites d'eau de 20 dans tout le réseau. Donc, on y va vraiment généreusement. Mais comme je le dis, si un quartier qui ne peut pas fournir l'eau, puis je vous le dis, puis je suis à l'aise de le dire, vous n'étiez pas en poste. Il y a des municipalités qui n'ont pas assez d'eau, par exemple, pour fournir l'eau aux citoyens. Donc, c'est sûr qu'on dit, nous, on est disponibles, nos programmes sont disponibles, mais si la municipalité ne connaît pas son réseau, ne connaît pas son inventaire, bien, il ne faudrait pas construire un nouveau quartier, un nouveau développement. Il faut construire avant et réparer ce qu'on a dans le sol existant de la municipalité avant. Mais pour Trois-Rivières, les montants sont là. Si c'est un nouveau développement, nous, on dit densifions, essayons de réparer notre réseau prioritairement, mais les montants sont là. OK, mais là, je vois, vous parlez de la densification, puis vous parlez de la politique nationale d'aménagement du territoire, où il y a des objectifs de densification. C'est comme ça que le gouvernement souhaite aménager le territoire, densifier dans les périmètres urbains existants. Mais il me semble qu'il y a une incohérence, là. On veut densifier, c'est souhaité, ce sont les orientations du gouvernement. Les villes répondent à l'appel, mais il y a des projets qui sont mis sur pause. Et je suis pas sûre que la réponse satisfait. J'entends ce que vous dites, mais toutes les municipalités qui sont nommées, il y en a 10-12, là, qui ont des moratoires en cours, qui ne réussissent pas à faire avancer des projets de développement résidentiel parce qu'il faut brancher ces projets-là. L'eau ne se rendra pas. Je comprends, vous dites qu'il faut réparer ce qui est l'existant avant de développer des nouveaux secteurs, mais ça fait quand même plusieurs années là, que votre gouvernement est en poste. La densification, on donne même des pouvoirs additionnels aux villes, des super-pouvoirs pour faire fi certains règlements d'urbanisme pour que ça aille plus vite. Mais si les infrastructures, si les villes n'arrivent pas à rénover, à agrandir leurs infrastructures en eau, on ne va pas frapper un mur, on va pas comme continuer d'aggraver la crise du logement. Bien, écoutez, comme je vous le dis, les montants sont là parce que si, là, vous discutez, vous parlez de la municipalité, de la ville de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est près de 46 millions pour la TEC. Le Primo pour Trois-Rivières, c'est 34 millions. Vous voyez, on arrive tout près de 80 millions. Alors, quand on me dit les municipalités n'ont pas les montants pour investir, bien, je ne peux pas dire que c'est faux, mais je ne suis pas du tout en accord, évidemment. Là, c'est pas sérieux. Puis, l'autre chose, c'est que, oui, avec vous et avec des collègues, on a donner plusieurs possibilités de zonage dans les municipalités au niveau de l'urbanisme. On a dit oui, il faut construire plus rapidement, mais une municipalité aussi est responsable de ses émissions de permis. Si une municipalité donne à tout le monde des permis, mais vérifie pas si l'eau est disponible, bien encore là, c'est une problématique. D'où l'importance de l'aménagement et de la planification. Puis moi, je le dis ces années-ci, mais dans 10 ans, dans 15 ans, on va se dire merci d'avoir obligé de planifier l'aménagement au niveau du territoire dans les municipalités pour notre eau potable. Il y a le cas de Chelsea qui a fait, qui était l'objet d'un article de presse. La municipalité a dû imposer un moratoire faute de subventions
alors même qu'elle planifiait l'accueil de jeunes familles, d'une école. Pourquoi est-ce que l'aide a été refusée dans le cas de Chelsea? Parce que c'est du nouveau développement. Mais on est toujours en collaboration avec la municipalité. Puis ça, c'est un exemple que vous donnez. C'est tellement un bon exemple parce que c'est la même situation que dans le passé. Dans les 30 dernières années, il y avait un terrain disponible dans un champ quelconque. On construisait une école et on amenait le réseau jusqu'à l'école. Imaginez les coûts pour les citoyens. Donc là, on se dit, est-ce qu'on peut rénover nos écoles? Sinon, oui, on va les construire, mais est-ce qu'il y a des terrains disponibles tout près? Donc, on essaie de collaborer aussi, mais en densifiant dans les municipalités prioritairement. Puis c'est certain que, comme Chelsea, on va continuer de les accompagner quand même. Il faut être logique. C'est une question de logique. Il y a combien de municipalités qui ont vu leur demande rejetée pour des raisons similaires? Je vais demander à mon équipe, vous l'aurez, là, mais il n'y en a pas beaucoup, ça, je peux vous le confirmer. Vous parlez beaucoup de planification, puis évidemment que les villes doivent être impliquées. Mais là, donc, c'est quoi, étant donné l'urgence, étant donné la crise au niveau des infrastructures, la crise du logement, quel est le plan sur lequel vous travaillez avec vos collègues? Puis, quels sont les objectifs puis les échéances, justement, au niveau de cette planification-là? Bien, la première chose, c'est qu'on est allé chercher, puis je remercie encore une fois mes collègues aux finances et au Trésor, parce que les montants se sont négociés il y a 1 an et demi tout près. Donc, on a même devancé la signature de l'entente de réciprocité avec les municipalités parce que on voyait possiblement que si on attendait, bien, on attendrait aussi pour avoir les investissements pour les infrastructures dans les villes, au niveau de eau usée, eau potable, aqueduc et compagnie. Donc, moi, je remercie les unions, on a signé l'entente. Donc, les étapes, comme vous le demandez, c'est on va chercher les montants. Oui, il y a des montants. Maintenant, il faut que ce soit bien planifié parce que, oui, il faut que ce soit bien investi, mais toutes les équipes sont là pour accompagner. Puis, en plus, on a revu les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Il n'avait pas été revu depuis 1994. Et dans les OGAT, dans les orientations gouvernementales, on a même inséré l'obligation de planification en habitation. Donc, ça aussi, ça a été inséré dans les orientations gouvernementales. Il y a certaines villes... je pense à La Prairie ou Saint-Lin-Laurentide qui envisagent d'imposer des redevances salées aux nouveaux acheteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, est-ce que pour votre gouvernement, c'est une solution acceptable à la crise des infrastructures? Vous comprendrez, je suis avec vous dans les projets de loi. Les redevances salées, je suis contre parce que c'est évident. Il faut quand même encourager les promoteurs qui font des bons projets au niveau de l'habitation. Donc, des redevances salées, je suis pas d'accord du tout. Par contre, il faut aussi que les promoteurs participent parce que si on doit construire ou revoir les infrastructures, je suis d'accord pour qu'il y ait des redevances. Puis avec vous, bien, j'ai la chance de l'avoir travaillé dans un projet de loi et on va continuer de bien l'encadrer parce qu'il faut faire le règlement pour les redevances en développement. Puis vous allez être là aussi avec moi pour considérer si c'est positif ou négatif. Puis on les a limitées, les redevances. Donc ça, c'est quand même positif pour encourager la construction de logements. Au niveau des changements climatiques, vous vous souviendrez qu'il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité en septembre 2024 de venir chiffrer les coûts. Quel est le montant que le gouvernement a établi comme étant le montant nécessaire pour que les villes puissent augmenter leur résilience? On sait qu'il va y en avoir d'autres, malheureusement, des pluies importantes. On a eu des pluies diluviennes dans la foulée de l'ouragan Debby l'été passé, mais là, en préparation de l'été prochain, puis suite à la motion, qu'est-ce qui a été fait de la part de votre gouvernement? Bien, c'est certain que ce qui a été fait, c'est comme je vous le mentionne, obligation de planification. Quand on est arrivé en poste, on a vécu les inondations en 2019. Donc, on a vu qu'on devait absolument travailler en considérant nos bassins versants, parce que oui, tout part des bassins versants, donc il faut travailler en amont. Donc, on a investi 478 millions dans le plan pour les inondations. On a travaillé également les plans climat avec mon collègue à l'environnement. Puis, au niveau de l'adaptation pour les changements climatiques, on a investi 500 millions et c'est 101 MRC qui vont pouvoir adhérer à ce programme-là. Puis, il y a deux volets. Il y a un premier volet, c'est pour les études, pour les MRC. Puis, le deuxième volet, c'est pour lever les projets. Puis, il y a également le PRAFI.
le programme de résilience face aux inondations. Donc, ça aussi, c'est quand même très généreux, 345 millions. Moi, je peux vous dire que les inondations et les changements climatiques, on a vraiment pris ça à cœur. On travaille aussi avec les observatoires dans les universités, avec le réseau des observatoires. Puis, il y a des bureaux de projet dans 10 régions. Donc, il y a 10 bureaux de projet maintenant qui travaillent pour se protéger les citoyens envers les inondations. Donc, c'est quand même... On a décidé de se déplacer en région où les bassins versants étaient problématiques. Alors là, on travaille vraiment sur le terrain avec plusieurs investissements, là. Quand on entend que les changements climatiques coûteront environ 2 milliards de dollars par an aux municipalités québécoises, et ce, jusqu'en 2055, c'est vraiment énorme, là. Encore une fois, je vous demande, est-ce que vous avez évalué et présenté le coût des investissements nécessaires pour adapter l'ensemble des infrastructures de l'État québécois au changement climatique? Ça, c'est la motion sur laquelle on a tous voté unanimement en faveur. Une minute. Bien, tous les programmes que j'ai mentionnés, Primo, Tech, ATCL, Prafi, là, on dépasse énormément, beaucoup plus que 2 milliards par année. Mais moi, je le dis, la logique, c'est de planifier. La logique, c'est de mieux se protéger. Puis avec les programmes qu'on a, les bureaux de projet qu'on a, bien, je pense qu'on y arrive très bien. Puis il faut voir aussi qu'on le fait en collaboration avec la FQM, Montréal, Québec, les unions. Donc, c'est certain que on le fait toujours en collaboration. C'est la priorité aussi dans l'entente de réciprocité. On s'est dit qu'il y avait des priorités comme l'habitation, les changements climatiques, l'itinérance. Donc, ça fait partie des priorités. Puis, on a aussi les tables Québec-Municipalité pour continuer de travailler ensemble sur ces sujets-là, entre autres. Puis, quand on parle de 2 milliards, bien, ça parle des mêmes infrastructures qui sont touchées dans nos programmes. Donc, c'est beaucoup plus que 2 milliards qu'on a dans nos programmes. Merci beaucoup. Alors, le temps est terminé. Nous allons maintenant du côté de la deuxième opposition avec la députée de Sherbrooke pour un temps de 20 minutes 50 aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux discuter avec vous aussi des infrastructures d'eau, du programme Primo en particulier. Je vous ai entendu en parler abondamment. C'est vrai que c'est un programme qui est très aidant pour les municipalités. Par contre, moi, j'ai des informations de terrain comme quoi il n'y a pas suffisamment de crédits disponibles pour ce programme-là. Certaines municipalités, bien, le programme Primo, moi, j'ai un courriel sous les yeux de quelqu'un de la direction des programmes d'infrastructure d'eau de votre ministère qui a indiqué un fonctionnaire municipal, je nommerai pas la municipalité pour le protéger, mais qu'en raison des crédits budgétaires disponibles affectés au programme, il n'était pas en mesure de mettre une promesse d'aide financière. Là, ça, c'était pour le volet 1.1. Pour le volet 1.2, il s'est fait dire qu'il n'y aurait pas de crédit disponible pour leur projet. Donc, j'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Là. Je comprends que vous mettez des sommes, mais s'il y a déjà plus de crédit disponible pour les municipalités, ça va mal? Bien, votre question est vraiment importante, puis je vais clarifier qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est comme dans tout programme, c'est que quand on a terminé la TEC qui était de 2019-2024, on recommençait la TEC 2024-2028. On était toujours en négociation aussi avec le gouvernement fédéral parce qu'on trouvait que le fédéral n'avait pas assez investi dans la TEC. Et il y a eu des municipalités qu'on leur a dit, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. On leur a dit, pendant que notre TEC est terminée, 2024, vous allez être admissible à la prochaine TEC, mais utilisez votre Primo, le programme des infrastructures municipales en eau. Donc, c'est ce qu'on a dit aux municipalités. Pendant que la TEC est en négociation, utilisez tout de suite le Primo, redéposez dans le Primo. Mais le Primo, il est nouveau, là, il est jusqu'en 2028. Donc, c'est important le message et la question que vous me posez parce qu'avec la nouvelle TEC et le Primo, les municipalités peuvent... Dans le courriel que j'ai sous les yeux, c'est le contraire, en fait. Le fonctionnaire d'une municipalité se fait dire déposez pas vos programmes avec Primo, vous devez passer par le TEC en premier. Donc, il leur recommande de passer par là, puis il leur dit qu'ils pourront pas avoir des fonds autrement là, avant moins d'avoir complètement épuisé là, les fonds du programme TEC. Donc, c'est le contraire. Oui, mais il faut être prudent parce que c'est certain que les municipalités, parfois, veulent utiliser un programme ou l'autre. C'est au choix des municipalités. Puis parfois, on va dire aux municipalités, bien là, pour le Primo, vous avez quand même utilisé beaucoup le Primo, utilisez votre TEC. Donc, des fois, ça ne fait pas plaisir aux municipalités. Mais nous, le but, c'est par municipalité, considérant qu'ils ont des enveloppes de réservées, il faut quand même maximiser les programmes. Vous comprenez que si on travaille juste avec un programme et l'autre programme n'est pas utilisé, il faut qu'il y ait un équilibre dans nos programmes.
au moment où on se parle, il reste des fonds pour le primo. Tout à fait. Combien? Puis moi, je ne sais pas quelle municipalité, mais regardez, dites à la municipalité de nous envoyer ce courriel-là, on va regarder. Donc, il reste des fonds pour le primo. Oui. Vous ne refusez pas de demande pour le primo par manque de crédit disponible en ce moment. Je ne peux pas dire qu'on ne refuse pas de demande. Mais pas par manque de d'eau crédit disponible. Non, c'est ça. S'il n'y a pas de capacité en eau, comme je le mentionnais, ou il y a un nouveau développement, c'est ça. Ma question porte sur le motif de refus de manque de crédit. Ça, c'est pas quelque chose qui est possible en ce moment. Exact. Puis là, on attend la négociation avec le fédéral. Je l'ai mentionné tantôt, on a hâte de voir parce que tout était bien négocié. On a eu nos rencontres avec le ministre et tout paraissait, on s'entendait très, très bien. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi que dès que le ou la ministre sera nommée, je ne sais pas si c'est le même ministre qui sera aux infrastructures, mais si c'est ça, tout était bien négocié, donc il manque juste une signature. Donc ça va donner près d'1 milliard, encore une fois, de plus. OK. J'aimerais ça discuter avec vous de la question des terrains d'école. C'est pas la première fois qu'on aborde ça. Dans le milieu municipal, ils veulent participer aux efforts de densification, comme vous les encouragez aussi à le faire. Mais souvent, pour les projets d'école, ils se font inciter à faire des projets qui vont être des écoles d'un seul étage, par exemple, sur des terrains qui auraient pu être développés autrement, là, sur plusieurs étages. Donc, j'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus parce que c'est quand même contradictoire quand le ministère de l'Éducation, après ça, vient pousser dans la direction de terrains, je veux dire, mal utilisés, pas optimalement. Oui, bien, en fait, c'est bien de rappeler que c'est depuis 1995 que le ministère de l'Éducation ne couvrait plus l'acquisition des terrains. Donc ça, c'est quand même ce qui se passait. Maintenant, on est arrivé dans une situation où quand même plusieurs municipalités ne voulaient pas offrir le terrain pour une nouvelle école. Donc là, on avait 50 projets, environ 50, une cinquantaine de projets qui étaient bloqués, qui n'avançaient pas dans des municipalités et les villes disaient on ne paiera pas ou on ne donnera pas un terrain pour les écoles. C'est sûr qu'à ce moment-là, nous, on a regardé vraiment la situation environnementale. Qu'est-ce que peut apporter une école? Une école, c'est plus de revenus, les résidences, plus de taxes et évidemment, pour la vitalité du territoire, la plupart des municipalités veulent toutes des écoles. Alors, on s'est dit maintenant que les municipalités pouvaient offrir des terrains. Ceci étant dit, il y a eu le projet de loi 40 avec mon collègue à l'Éducation. Il y a eu l'entente de réciprocité. Et nous, ce qu'on a dit dans l'entente de réciprocité, c'est comme gouvernement, on doit être responsable aussi. Avant d'aller plus loin, on va regarder notre banque. On va demander à la SQI, est-ce que la SQI a des terrains disponibles? Vous connaissez un peu la situation. En fait, la question que je vous pose, c'est sur la densification. Parce que je comprends l'origine de tout ça, là, d'imposer aux municipalités. Je me souviens très bien des racines de tout ça. En fait, ce que je suis en train de vous poser comme question, c'est on demande aux villes de privilégier la densité. Ça fait partie là, de l'approche en aménagement du territoire là, qui est promue par votre gouvernement. Puis, j'y adhère. Il n'y a pas de problème avec ça. L'enjeu, c'est que du côté du ministère de l'Éducation, quand vient le temps de faire des projets d'école, eux autres, on dirait qu'ils n'aiment pas ça. Des projets où on utilise des terrains plus petits puis qu'on fait des écoles sur plusieurs étages. Eux autres, ils préfèrent pousser les municipalités à accepter des projets, parfois même sur des terrains agricoles, là, pour faire des projets avec des écoles d'un seul étage, ce qui est un peu contradictoire avec ce que votre ministère incite les villes à faire puis ce qu'elles veulent faire aussi. Fait que j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Y a-t-il moyen de se parler avec le ministère de l'Éducation pour que les terrains utilisés puissent être utilisés en hauteur un peu plus? Oui. Bien, moi, c'est sûr que je discute quand même régulièrement avec mon collègue à l'Éducation. Puis, les projets en hauteur, il est tout à fait d'accord. S'il y a un manque de terrain ou encore d'espace, il est tout à fait d'accord pour les projets en hauteur. Puis, c'est bien parce que quand on a parlé, je crois qu'à la fin du projet de loi 79, vous aviez mentionné votre inquiétude, mais il y a un comité qui est en place, là, avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère des Affaires municipales, puis on est en train on va plancher, là, on va avoir des lignes directrices pour les terrains des futures écoles. Donc, on a avancé quand même considérablement. Puis on a avancé aussi dans nos projets de loi parce qu'on a donné la possibilité aux villes, ça c'était aussi exigé ou demandé dans l'entente, dans la négociation, que les villes aient le droit de préemption. La loi sur l'expropriation aussi a été revue. Donc on a quand même avancé dans plusieurs projets de loi. Puis avec le comité, moi j'attends les lignes directrices, fait qu'on est rendu quand même assez loin. Ça avance bien. Vous les attendez quand, les lignes directrices, pour ça? Moi, c'est toujours le plus tôt possible.
avant l'été, est-ce qu'on peut penser que c'est raisonnable? Dans les prochaines semaines, dans le courant de l'année. Moi, c'est le plus tôt possible, mais c'est l'éducation qui gère quand même, qui chapeaute ce dossier-là, ce comité-là. Mais j'ai tout à fait confiance. J'ai vraiment confiance à mon collègue, parce que vous savez, on est passé de 9 milliards à 23 milliards là, de bonification dans nos programmes, avec le ministère de l'Éducation. Donc, c'est très généreux. Il faut trouver des terrains. On va y arriver. Puis, j'ai confiance aussi aux municipalités. Puis, les terrains qu'on a trouvés également, l'inventaire est terminé. Est-ce que quand les lignes directrices vont être publiées, elles pourraient être transmises à la commission? Avec plaisir. Parfait. Ça va être public, c'est ça? Que tout ça va être public quand ça sera adopté? Sûrement, mais c'est l'éducation. C'est ça, c'est pour ça que je dis, est-ce que le ministère de l'Éducation, mais on prend bonne note ici, qu'on va vous les transmettre dès que ce sera terminé. Parfait, je vous remercie. La ministre a parlé d'expropriation. Je vais me permettre de revenir quelques minutes sur le dossier de Stablex, parce qu'on n'a pas eu l'occasion beaucoup d'entendre la ministre des Affaires municipales là-dessus, alors que quand même, c'était une atteinte assez forte, frontale à l'autonomie municipale. Puis, dans le dossier, quand même, son ministère avait approuvé là, un règlement de contrôle intérimaire pour protéger un terrain puis empêcher qu'il soit utilisé de manière industrielle. C'est une démarche qui s'était faite dans l'ordre, qui avait été approuvée, là, puis qui était en vigueur. Donc, j'aimerais savoir ce que la ministre pense de ça quand le travail fait par les municipalités puis par son propre ministère est un peu mis au vidange par un autre ministère qui passe par en arrière. Bien, jamais. Je pense que, c'est sûr, j'accepte pas ce que vous dites, parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs municipalités qui étaient pour, il y a plusieurs municipalités qui sont pas sorties non plus publiquement, puis des grandes municipalités. Pourquoi? Parce que si on n'allait pas de l'avant avec la proposition, avec la cellule 6 de Stablex, il y avait une problématique environnementale dans de bonnes municipalités. Puis je ne les nommerai pas, ça c'est certain. Donc, oui, il y a eu des sorties de plusieurs municipalités, mais il y en a plusieurs aussi qui n'ont pas osé s'avancer parce que c'était un besoin, puis c'était un risque aussi, là. Donc, on avait jusqu'au 15 avril pour commencer le déboisement, pour protéger la faune. Donc, ça, c'est sûr que la date du 15 avril était vraiment... c'était un peu stressant parce qu'on se disait, si on dépasse le 15 avril, on ne protège pas la faune. Puis je sais que c'est très essentiel aussi pour vous. Donc, on serait même allé vers un bris de service. Aller vers un bris de service, vous comprendrez que c'est le seul endroit au Québec pour les matériaux dangereux. Donc, oui, il y a eu plusieurs discussions. Moi, je demande surtout à la ministre, en fait, qu'est-ce que ça vaut une fois que c'est autorisé un règlement de contrôle intérimaire par le ministère? Bien, un règlement de contrôle intérimaire, pourquoi c'est important? C'est que parfois, il faut prendre le temps de réfléchir et de prendre la bonne décision. Mais avec Stablex et la Ville de Blainville, ça faisait 8 ans qu'il y avait une entente. Et là, la Ville a décidé de revoir complètement cette entente-là. Alors, on s'est ramassé avec une situation problématique. Mais quand, le ministère a étudié... Moi, juste pas vous interpeller, parce que là, vous allez m'adresser la parole, puis c'est dommage pour vous. La question, c'est quand le ministère a étudié... Oui, mais c'est correct. C'est pas une question de la question, c'est une question de ne pas vous interpeller par-dessus. En tout respect, M. le Président, le temps n'est pas tout à fait équitable de réponse par rapport au temps de mes questions en ce moment-là. Donc, je vais me permettre, quand la réponse est un peu trop longue et un peu à côté de ma question, de réorienter. Bonne dans mes réponses. Pas que vos réponses ne sont pas bonnes, c'est qu'ils ne sont pas en phase avec les questions. Non, mais je vais vous laisser parler plus longtemps, si vous voulez. Moi, ça me fait plaisir. Je dois moins parler avec plaisir. C'est surtout, en fait, que quand les municipalités travaillent pour bien planifier l'aménagement de leur territoire, puis qu'elles soumettent au ministère leur plan, puis qu'elles veulent faire approuver des règlements de contrôle intérimaire, il y a des gens qui étudient ça sérieusement au sein du ministère, puis ces gens-là, comme vous dites, ça fait quand même assez longtemps que le dossier de Stablex était connu, donc ils étaient probablement au courant. Comment se fait-il? Ça a été accepté, tout ça. Il a été mis en vigueur, le règlement de contrôle intérimaire, alors qu'au ministère, il y avait quand même probablement des gens qui avaient entendu parler du dossier. Moi, c'est ça que je m'explique pas. Comment se fait-il qu'on l'a autorisé pour venir le défaire après? Parce que là, toutes les autres municipalités qui travaillent fort pour l'aménagement de leur territoire, qui font autoriser des règlements comme ça, qu'est-ce que ça vaut après si le ministère peut venir le défaire? Un autre ministère peut venir le défaire. Moi, c'est ça le sens de ma préoccupation en ce moment. Parce que c'est pas sorti de nulle part là, du jour au lendemain, après que le règlement avait été adopté, que tout d'un coup, au gouvernement, ils entendent parler du dossier Stablex. Comme la ministre le dit elle-même, ça fait longtemps que c'était sur le radar. Là.
Bien, c'est certain que l'aménagement du territoire, pour moi et pour, je crois, toutes les municipalités, on a quand même fait de longues consultations pour revoir d'ailleurs la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis la politique d'aménagement du territoire, bien, c'est une responsabilité partagée. Donc, selon moi, puis je suis convaincue, et selon le rapport de toutes les consultations qu'on a pu faire au Québec, bien, il y a une question de responsabilité aussi. Alors, pour revenir au dossier Stablex, si on disait non, si on ne préparait pas la future cellule, et si aussi la Ville avait quand même une entente depuis 8 ans, donc la Ville, c'est comme tout d'un coup a changé son positionnement. Donc ça, c'est une surprise aussi. Mais en même temps, la santé, la sécurité, et vous parlez d'environnement, bien, les matières dangereuses, où on les aurait envoyées? Que la Ville avait déchiré l'entente, si on peut dire comme ça. Ils avaient utilisé leur droit de résilier l'entente avant de soumettre au ministère des Affaires municipales leur règlement de contrôle intérimaire. Donc, c'était déjà connu comme état de situation, le fait qu'il n'y avait plus d'entente au moment où le ministère a accepté de faire en sorte que ce terrain-là puisse plus être utilisé là, de manière industrielle. C'est ça que je comprends pas. C'est pas comme arrivé après que le règlement avait été adopté. C'est arrivé avant que l'entente soit résiliée. Fait que c'est là où moi, je vois pas la cohérence de dire oui, on accepte votre projet d'empêcher l'usage industriel de ce terrain pour le protéger, puis après ça, de reculer. Parce que des municipalités qui protègent des terrains comme ça pour changer l'usage, là, parce qu'ils se rendent compte finalement industriel, c'est peut-être pas la meilleure chose pour ce terrain-là. Il y en a partout au Québec. Ces gens-là, sont-ils à risque de se faire défaire leur plan d'aménagement du territoire comme ça? Bien, ça peut être... j'entends votre positionnement, mais je trouve ça particulier parce qu'on parle de l'intérêt collectif de tous les Québécois. Donc, là, si j'entends bien, c'est de dire on n'aurait pas dû agir ainsi et risquer l'environnement, la santé de tous les citoyens de plusieurs municipalités du Québec. Il y avait un risque et on ne l'a pas fait de gaieté de cœur, vous comprenez. Et aussi, bien, je suis avec ma collègue aux ressources naturelles qui a déposé son projet de loi. Donc, il y a des modalités exceptionnelles à avoir dans certaines situations. Puis là, on parle de matières dangereuses. Donc, on a évalué toutes les positions. Dites-vous qu'on n'est pas arrivé comme ça pour dire, OK, on accepte tout. On a vraiment proposé des solutions, essayé quelques changements, des modifications, changer de lieu, arrêter le dépôt des matières dangereuses, mais c'était impossible pour la sécurité des citoyens. Donc, oui, l'aménagement du territoire, c'est bien, mais c'est aussi pour respecter les citoyens, la santé des citoyens. Et puis... C'est quand même curieux, tu sais, on va se le dire, là, il est trop tard, le terrain, il a été déboisé. Là. Mais c'est quand même curieux que tout ça ait été fait après que le gouvernement lui-même ait autorisé le règlement de contrôle intérimaire. Parce que s'il y avait un risque, puis que c'était si important que ça là, pour la nation, de pouvoir utiliser ce terrain-là de manière industrielle pour y enfouir des déchets dangereux, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a raté sa job quelque part puis qui n'aurait peut-être pas dû autoriser le règlement de contrôle intérimaire. Là. Moi, c'est ça que je vous soumets, que la manière dont ça s'est passé, il y a eu des erreurs, là. Il y a eu des manquements dans la gestion de ce dossier-là depuis le début. Maintenant, on va parler d'autres risques environnementaux, peut-être, en parlant de la question des zones inondables. Moi, j'aimerais ça aborder ça avec vous. Là, les cartes sont attendues quand même avec impatience ou avec crainte de la part de beaucoup de gens là, à travers le Québec. On en est où par rapport à l'échéancier pour ça? On continue le travail. C'est sûr que les zones inondables, au niveau de la cartographie, ça se fait au ministère de l'Environnement. Donc, vous êtes au courant de tout le cheminement qu'on a fait. C'est très complexe. Au niveau de la cartographie, il y a plusieurs consultations. Les MRC collaborent énormément. Donc, il va y avoir une publication prochaine, on a dit 2025, avec mon collègue à l'Environnement. Donc, ça, c'est sûr que les zones inondables, ce qui est important, ça, c'est un autre dossier qui était assez complexe. En passant, le règlement de contrôle intérimaire est daté de 2022 là, pour Stablex, mais j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais c'est important, la date de 2022 pour le RCI. Mais au niveau des zones inondables, c'est la même chose quand on parle de planification.
On pouvait construire dans des zones de contrainte, on pouvait construire dans des zones inondables. Donc, nous, ce qu'on a dit, impossibilité de reconstruire si la maison est inondée à plus de 50 %. Donc, oui, on a mis des mesures en place, encore une fois, pour protéger les citoyens, mais aussi les inondations coûtent une fortune. Fait qu'on a dit, il faut revoir la cartographie. Je le fais avec mon collègue à l'environnement. Maintenant, ça le fait aussi avec le CERU. OK. Alors, évidemment, je pense que j'ai confiance. C'est un grand travail. C'est difficile. Puis même pour un gouvernement, c'est difficile de dire, OK, on revoit les zones inondables. Mais en même temps, on ne peut pas continuer de perdre des maisons. Non, bien sûr. Mais ça devrait sortir d'ici 2025. Et ça va sortir pour l'ensemble du territoire québécois. Donc, toutes les municipalités vont avoir accès à ces cartes-là avant la fin de l'année. Bien, je ne veux pas parler, je veux pas parler de la bouche de mon collègue à l'environnement, mais normalement, on est vers la fin. Donc, ça se passe... Mais c'est ça le plan, là. Ça ne sera pas seulement pour certaines régions, ça va être pour l'ensemble du territoire québecois. Je vais laisser quand même mon collègue, parce que s'il y a une partie qui sort pour la CMM et d'autres régions, je voudrais pas m'avancer, puis c'est pas la situation. Donc, c'est vraiment mon collègue qui travaille la situation de la cartographie. Puis, est-ce que ces cartes-là vont tenir compte aussi des enjeux de fortes précipitations? Parce qu'on a vu qu'il y a des endroits qui sont même pas près d'un cours d'eau, mais qui, en fonction de la géographie du territoire, quand même sont à risque là, d'autres formes d'inondation, si on peut appeler ça comme ça. Là. Est-ce que ça va être pris en compte pour les cartes? Oui, tout à fait, parce qu'avant, on y allait avec des zones d'innovation, et exemple, les 0-20 ans, 0-100 ans au niveau des inondations. Puis là, on y va vraiment pour la gestion de risque. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Est-ce que c'est un risque moyen, un risque faible ou un risque élevé? Donc, la notion du risque là, est vraiment, c'est la priorité dans la nouvelle cartographie. Mais ça ne sera pas seulement par rapport au cours d'eau. Parce qu'on a vu qu'il y a des municipalités ou certains quartiers qui ne sont pas proches d'un lac ou d'une rivière du tout, là, qui ont été inondés quand même suite à des très fortes précipitations, là, très intenses, justement parce que la capacité d'aqueduc n'était pas assez bonne pour ça. Est-ce que ça va être pris en compte, ce risque? Bien, moi, ce qu'on me dit, c'est que la cartographie va tenir compte du climat futur. Quand on disait l'ATCL, le programme d'adaptation au changement climatique, fait partie aussi et dans l'orientation des zones inondables. Donc, c'est certain qu'on va voir si, par exemple, les îlots de chaleur, on les vit, la gestion des eaux de pluie, comme le programme de la gestion des eaux de pluie. Maintenant, on construit des bassins dans les grandes municipalités, ce qui est positif, mais ça, oui, on va tenir compte du climat futur si c'est possible. Puis il y a le programme PUI qu'on a annoncé aussi la semaine passée, là, le programme pour les unités individuelles. Là. Merci. 40 secondes. Ah oui, bon. Bien, parfait. Là, je pensais que mon temps était fini. Juste parce que la ministre a dit qu'ils vont en tenir compte. C'est vrai qu'il y a l'enjeu des précipitations, mais c'est aussi surtout des fois le relief. Il y a des territoires urbains qui sont des fois dans des cuvettes, là, même si... c'est ça un peu là, le sens de ma question. Fait que moi, jusqu'à ce jour, on n'était pas certain du tout que ça ferait partie de l'analyse. Là. Fait que la ministre me dit que ça va en faire partie. Bien, je suis contente que vous posiez cette question-là, parce que nous, maintenant, c'est interdit de construire... Merci beaucoup. Nous en retournons maintenant du côté de l'opposition officielle et j'attends la députée de Mont-Royal-Outremont pour 20 minutes 50. Merci, Monsieur le Président. Revenons sur la question de la résilience des infrastructures souterraines et de l'inquiétude que, en fait, c'est pas juste les maires-mairesses, mais la population québécoise est inquiète là, des changements climatiques et des événements météo extrêmes qui vont malheureusement... La question, c'est pas est-ce qu'il va y en avoir encore, mais c'est plus à quel moment est-ce que ça va frapper. Vous avez mentionné, quand je vous ai dit que la demande était d'investir 2 milliards par année jusqu'en 2055, vous avez énuméré plusieurs programmes. Vous dites, dans le fond, la somme de tous ces programmes-là, on est à 2 milliards. Je sais pas, je permets de douter, là. Est-ce que tous ces programmes-là traitent, par exemple, et là, je vais arriver à une question précise, mais vous avez parlé aussi, évidemment, il y a des zones hors les grands centres, il faut surveiller les cours d'eau, tout ça, les bassins versants, comme vous avez parlé, mais vous répondez quoi, disons, aux élus de Laval puis de Montréal, où il y a eu énormément de résidences qui ont été inondées, des sous-sols inondés?
Les infrastructures tiennent tout simplement pas le coût. Et les villes doivent donc rendre des comptes à leurs citoyens, incluant là, chez moi à Ville-Mont-Royal, mais comme tellement à plusieurs endroits sur l'île de Montréal, à Laval, etc. Les élus municipaux ont reçu énormément de chaleur, puis ils peuvent pas, là, en un claquement de doigts, ouvrir toutes les rues, puis élargir les canalisations, tout ça. Il y a toutes sortes d'options qui sont étudiées. Évidemment, les citoyens doivent faire leur propre bout de chemin dans leur propre maison. Mais il en demeure pas moins que les canalisations, il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. On parle de parc éponge. Qu'est-ce que vous répondez aux maires, mairesses là, qui ont dû gérer cette crise-là, répondre aux citoyens anxieux? Est-ce que vraiment vous dites que le 2 milliards par année, il est là, il est disponible, allez-y, les fonds sont là? Quelle est la réponse? Comment est-ce qu'on peut rassurer les maires, mairesses et la population? Bien, comme je le mentionnais, au niveau des infrastructures, les investissements, puis vous comparez avec le 2 milliards que les municipalités demandaient, les unions, bien, avec les programmes TEC, Primo, puis, bref, ATCL, on arrive quand même à 9,5 milliards. C'est ça qu'on a mentionné aux unions municipales. Maintenant, votre question est vraiment intéressante parce qu'il y a 3 semaines, je crois, on a annoncé à Laval 68 millions, peut-être que je me trompe un peu, là, mais dans ces montants-là, dans ces investissements-là, pour un bassin souterrain. Donc, ça, c'est la première fois que ça se faisait avec la Ville de Laval. Puis, on a annoncé aussi le parc éponge à Montréal, avec la mairesse de Montréal, dans le quartier Pierre-Bédard. Donc, c'est quand même un autre grand parc, ça, qu'on fait, un parc éponge. Et tous les programmes qui sont là maintenant, mais c'est bien d'avoir cette question-là, parce que moi, je félicite les municipalités. C'était dans les premières fois qu'on annonçait des bassins souterrains puis des parcs éponges. Donc, on voit que même les municipalités sont totalement adhèrent bien et s'adaptent bien. Mais c'est pas facile non plus, parce que, comme je le mentionne, c'est pas toujours très, c'est pas des projets chouchous, hein, annoncer des bassins de rétention, des bassins souterrains, mais Laval et Montréal l'ont fait. Non, mais je pense que, dans certains quartiers, mais la question demeure, est-ce que les besoins ont été chiffrés? La motion dont je vous parlais, c'était une motion du mercredi qui avait été déposée par le deuxième groupe d'opposition qui demandait à chiffrer les besoins à la grandeur du Québec. Il faut quand même commencer par évaluer ce qu'il faut faire. Puis là, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre que Primo, ça vise la même chose. Est-ce que je me trompe? Primo, ça vise pas ce genre d'infrastructure-là dont vous parlez pour s'adapter au changement climatique? Ou est-ce que oui, ça peut couvrir ça aussi? Bien, le programme de gestion des eaux de pluie le couvre. Puis aussi, c'est sûr que là, il y a tellement de programmes, je peux pas je peux tous les énumérer, là. Mais quand on parle du programme FAC, le Fonds d'atténuation et d'adaptation aux catastrophes, ça, c'est énormément de montants qu'on a travaillé. Donc, on répare les digues. D'ailleurs, on a réparé des digues Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, puis il y a encore 5 projets qu'on va annoncer prochainement, là, qu'on vient de signer. Ça, c'est avec le Fonds d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Mais tout dépend aussi, puis vous voyez l'importance de la planification. Oui, on répare des digues. Oui, il y a des programmes pour les barrages. Mais en même temps, si on planifie et nos ouvrages de rétention, bien, on va protéger les citoyens en même temps. Donc, il y a énormément de programmes. Je comprends. Puis, j'entends ce que vous répondez, puis je comprends que c'est très gros comme enjeu, les changements climatiques. Mais quand on demande de présenter le coût des investissements nécessaires pour adapter l'ensemble des infrastructures de l'État québécois au changement climatique dans les plus brefs délais, je vous entends aussi qu'il y a un exercice local à faire, mais c'est quand même à votre niveau là, que tout ça est chapeauté. Est-ce que vous êtes en collecte d'informations? À quel moment est-ce qu'on va savoir de la part des différents conseils municipaux? Qu'est-ce qui est attendu? Eux, tu sais, pour chaque municipalité, ils s'attendent à investir combien ou ils souhaiteraient investir combien? Bien, ça revient un peu à ce que je disais. Quand je suis arrivée en poste, la première semaine, j'ai demandé l'inventaire. Personne ne l'avait déjà fait. On me dit peut-être pour 15-20 milliards, mais on ne le sait pas vraiment. Bref. Bien, moi, j'ai dit qu'il faut absolument faire un plan de gestion une gestion avec nos inventaires en eau. On le fait avec le plan de gestion des actifs. On va avoir tous les plans début 2026. Et là, je pourrais vous dire, on a pourtant
tant de millions d'inventaires à réparer au Québec. Mais maintenant, on l'oblige aux municipalités, on oblige la planification. Donc, je pense que pour les futures générations, c'est positif. On va y arriver. Mais, OK. L'exercice dont vous venez de mentionner encore, c'est différent de ce qui est fait au niveau du CIRIU là, qu'on a mentionné tout à l'heure, ou Cyrano. Ça, c'est autre chose? C'est ensemble. C'est ensemble. Oui. Ça se fait avec le sérieux, puis ça, d'ailleurs, c'est travaillé aussi avec la CMM, mais il y a beaucoup de collaboration. Donc, même l'organisme des bassins versants nous aide énormément. Puis, on est tous ensemble pour essayer essayer d'accélérer la situation de nos infrastructures en eau. Je vous ramène encore à Montréal. Je regardais les données de l'Institut de développement urbain. Je sais bien que je traite d'habitation, puis c'est une autre de vos collègues, mais quand même, ça touche aussi les affaires municipales. Les mises en chantier d'habitation au Québec sont vraiment à la baisse à Montréal. C'est moins 34 là. La Ville de Montréal continue de régresser avec une baisse de 34 C'est des données 2023-2024. Il se construit moins de logements à Montréal. Moi, je pense à un développement dont on parle depuis des années dans ma propre circonscription, le projet de Blue Bonnet sur le site de l'ancien hippodrome, dans lequel, là, je vais le rattacher à vous, là, il y a quand même il y a le groupe d'accélération, le GALO, qui a été formé pour trouver des solutions, parce que dans des premiers appels de projet, ces appels-là n'ont pas reçu de projet satisfaisant. On a dû créer ce comité pour trouver donc comment accélérer tout ça. Puis je pense que l'enjeu des infrastructures est majeur dans ce dossier-là. Je pense qu'il y en a pour 1,6 milliard. Donc j'ai deux questions, dans le fond. Généralement, à Montréal, est-ce que le problème des infrastructures, est-ce que c'est ça qui ralentit les mises en chantier? Et près de chez moi, dans ma circonscription, est-ce que vous avez une mise à jour pour nous là, de l'état des travaux du comité GALO? Et vous avez investi, je pense, chaque palier de gouvernement, puis ça c'est bien, la Ville, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, 2 millions chacun. Ça a donné quoi, ce 2 millions d'investissement? Oui. Bien, vous avez plusieurs questions. Évidemment, pour GALO, vous savez, on a investi 2 millions pour mettre le comité en place, puis c'est chapeauté par ma collègue à l'habitation. Merci de le mentionner aussi. Le projet Blue Bonnet, bien, c'était dans l'entente avec le fédéral. Donc, c'est sûr que si on peut signer le plus tôt possible, il y avait quand même beaucoup de travail qui avait été fait pour le projet avec le projet de Blue Bonnet. Et bien, pour la Ville de Montréal, bien, c'est sûr que c'est plus complexe. Hein, on s'entend, c'est plus de citoyens. Là, on a donné le droit de préemption. On a tout donné, là, toutes les possibilités. Vous étiez avec moi. On a changé le zonage, droit de préemption, la loi sur l'expropriation. Mais les mises en chantier de Montréal, si on regarde le nombre de jours moyens pour obtenir un permis de construction à Montréal, était en 2019 de 180 jours, puis en 2023, est 291 jours. Donc, les délais des permis augmentent. Je comprends pas, sauf que j'ai vu des belles annonces là, dernièrement, il y a peut-être un mois, avec la mairesse de Montréal. Donc, il y a 6 projets, je crois, qui ont été annoncés. Et si on regarde également pour la Ville de Montréal, au niveau des mises en chantier, bien, en 2023, il y en avait 7 000 mises en chantier, puis en 2024, il y en a 4 619. Donc, il y a moins 34 de mises en chantier à Montréal. Mais dites-vous que toutes les possibilités sont là. C'est long, c'est plus long dans les grandes villes. Toutes les métropoles au monde sont pareilles, sauf que on a donné tous les pouvoirs, vous étiez avec moi, là, pour que Montréal accélère la construction. Mais je pense que je suis quand même fière parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un mois, on annonçait 6 projets à la Ville de Montréal, puis en parlant encore la semaine passée dans les médias. Donc, je crois que pour Montréal, dans les 3 prochains mois, on va avoir une hausse de 58 de projets à Montréal dans les 3 prochains mois. Donc, on va commencer à faire les annonces avec tous les pouvoirs qu'on a donnés. Puis sur le site de l'ancien hippodrome, ce qu'on appelle Blue Bonnet, c'est votre collègue à l'habitation qui chapeaute ce dossier-là? Vous n'êtes pas impliqué? Blue Bonnet, bien moi, je le négocie aussi avec mon collègue au fédéral, comme je vous dis, mais les élections sont arrivées, donc... Mais il y a quand même de très beaux projets qui sont déjà discutés, négociés dans l'entente, si on peut signer. Quand vous dites vous négociez avec le fédéral, ça, c'est pour l'investissement, pour avoir les infrastructures souterraines? Oui. OK.
Parfait. Est-ce que vous avez avancé sur votre réflexion, puis je pense que c'est avec certains de vos collègues, sur le retour au bureau et l'impact sur les taxes foncières ou ce que les villes récoltent en termes de taxes foncières depuis que les immeubles à bureaux sont moins occupés depuis la pandémie? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Est-ce qu'il y a une analyse en cours? Qu'est-ce que ça représente comme manque à gagner aussi pour les municipalités? Bien, en fait, pour le retour, pour les édifices vacants, si on peut les appeler ainsi, bien, la question, bien, premièrement, la question du télétravail relève de ma collègue au Trésor. Ça, c'est sûr, pour le télétravail. Donc, il y a moins de travailleurs dans les édifices à bureaux. Maintenant, au niveau des projets pour les édifices vacants, il y a un travail quand même qui se fait continuellement pour savoir les coûts, parce que oui, parfois, c'est plus dispendieux de changer la vocation d'un bâtiment plutôt que de construire à neuf. Donc, mais il y a un travail qui se fait présentement. On est en train d'analyser la situation. Mais le télétravail, présentement, aussi dans certaines municipalités, est tout à fait populaire, mais dans d'autres municipalités, pas du tout. Mais il y a un travail qui se fait, puis je sais que pour la Ville de Montréal, on est en train de regarder la situation aussi et regarder aussi avec nos bâtiments patrimoniaux, nos bâtiments religieux également qui sont vacants. OK, mais donc, vous n'avez pas de chiffres là, ou de tendance ou d'évolution à mentionner? Merci. Il faudrait qu'on parle de démocratie municipale. On est en année électorale et même vous et moi, on a siégé sur le projet de loi 57 pour venir encadrer, venir améliorer, faire en sorte que les élus municipaux soient mieux protégés, qu'ils soient moins sujets à des incivilités. Je ne dis pas que c'est toujours la raison pour laquelle ils démissionnent, mais il y en demeure pour moi qu'il y a énormément d'élus municipaux qui ont démissionné depuis la dernière élection en 2021. Est-ce que vous avez un portrait à jour depuis que les données étaient sorties, je pense au début 2024, on parlait c'était 10 %. Est-ce qu'on est... Donc, combien d'élus municipaux qui auraient quitté leur fonction avant la fin du mandat? Mon collègue à droite qui fait un travail exceptionnel au niveau de la recherche me sortait juste pour la semaine ou le mois dernier le nombre d'élus... On comprend qu'ils annoncent beaucoup dans l'année avant l'élection, mais il y a tellement de cas d'élus, de maires, mairesses à la grandeur du Québec, de conseillers municipaux qui démissionnent. Avez-vous je vais m'arrêter là parce que mes questions sont trop longues, mais est-ce que vous avez un état de situation, là? On est à combien de démissions depuis 2021? Oui. Alors, j'ai le nombre d'élections. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des démissions. On est à 830 depuis 2021. Et au niveau des maires, parce que oui, c'est 830 conseillers, conseillères ou maires ou mairesses. Puis au niveau le nombre de maires ou mairesses, c'est 136 depuis 2021. Et puis, parce que je pense que depuis 57 maintenant, depuis l'adoption du projet de loi 57, vous recevez un avis quand il y a un poste vacant? Ça va être à partir des prochaines élections. Est-ce que vous avez des initiatives en cours pour s'assurer qu'il y a une bonne participation, une participation plus élevée aux prochaines élections? Oui, il y a eu, on a mis en place la campagne de communication « Tu aimes ton coin, va plus loin » dans chacune des municipalités. Donc, ça a été lancé en novembre dernier. Ensuite, on a les séances d'information dans toutes les régions qu'on fait présentement. On parle du rôle des élus, rôle des employés municipaux, le processus de mise en candidature des candidats, les ressources qui sont disponibles. Il y a un webinaire aussi qui est là pour encourager les femmes, les jeunes. On a fait un webinaire, je crois, ça fait 3 semaines, 1 mois. On a eu 800 participantes, quelques participants, mais plus des participantes. Donc, c'était quand même très... On avait plusieurs intéressés. Puis, tous les documents aussi qu'on a produits pour avoir le guide à l'intention des candidats pour siéger au conseil municipal, pour l'élection générale de 2025. Et aussi, dans notre projet de loi 57, ce qui a été bien apprécié, c'est le travail à distance, par exemple, pour une nouvelle mère qui est en congé de maternité. Donc, ça aussi, ça a été très bien
bien accueilli. Donc, il y a plusieurs mesures présentement, puis les publicités vont bon train. Merci. Non, c'est encourageant qu'il y ait plus de 800 femmes qui participent. Oui, ça, c'est bien. Ça traite des femmes. Mais ma question, c'était aussi sur le taux de participation aux élections municipales, qui sont toujours décevants. Ça dépasse rarement 30-35 %. Est-ce qu'il y a des initiatives en cours pour stimuler l'engagement citoyen, la participation des jeunes? Bien, c'est certain qu'on travaille avec les deux, comment je pourrais dire, moi je travaille pour la campagne la campagne de communication, sensibiliser les jeunes ou les femmes ou même tous les candidats à se présenter aux élections municipales. Mais pour votre autre question, ça relève du DGEQ. Je lui parle très rarement, jamais. Et merci. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des retombées concrètes là, suite à l'adoption du projet de loi 57? Est-ce qu'il y a eu des sanctions qui ont été émises? Est-ce qu'il y a des injonctions? Est-ce que le recours en injonction qui était spécifique aux abus qui étaient dirigés vers des élus municipaux, est-ce qu'il y en a eu est-ce qu'il y a eu des demandes d'injonction qui ont été déposées en cours? Bien, peut-être faudrait aussi demander au président de la commission municipale du Québec qui est ici à ma gauche, parce qu'il y aurait sûrement plus d'informations ou de réponses à votre question. Sauf que ce que je vois depuis qu'on a adopté le projet de loi, c'est incroyable comment il y a eu énormément de dépôts ou de nouvelles mesures pour les régies internes. Ça s'est amélioré. Oui, j'ai vu quelquefois des plaintes qui ont été prononcées au corps de police, mais en même temps, moi, je suis pas là, je suis mal à l'aise là, parce que c'est plus la commission municipale, mais au niveau de la procédure d'un conseil municipal, la période de questions, comment on va travailler notre nouvelle période de questions, il y a eu énormément de changements grâce à notre projet de loi dans les municipalités, ça, je peux vous le dire. Puis, à part, merci, est-ce que... Mais ça me surprend que vous n'ayez pas une reddition de compte suite à l'adoption du projet de loi. Non, vous n'avez pas un compte-rendu. Je sais qu'on avait même parlé d'intégrer dans la loi là, un rapport de mise en œuvre, mais vous devez avoir quand même certaines données. Parce que les poursuites, c'est avec les cours municipales. Oui. Non, je comprends. Et est-ce que... OK, alors, d'une autre façon... Oui, je vais poser la question d'une autre façon. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que vous avez dû intervenir? Je me rappelle, dans le projet de loi, il y a des pouvoirs particuliers qui vous avaient été accordés. Est-ce que vous avez mis en œuvre ces pouvoirs-là? D'intervenir quand les conseils municipaux étaient tellement... Il y avait tellement de situations difficiles qu'il pouvait quasiment y avoir une impasse. Sainte-Pétronée, on a envoyé un observateur. Autrement, vous n'avez pas été sollicité dans d'autres conseils. Est-ce que est-ce que la ligne pour l'aide psychologique, est-ce que ça a été en demande? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes pour du soutien psychologique? Bien, j'ai pas encore là le nombre, c'est difficile à avoir, sauf que l'UMQ et la FQM m'ont dit que c'était très, 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 très apprécié. Puis même, il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient rester en poste, qu'ils allaient se représenter grâce à cette ligne-là, qui ont eu de l'aide. Fait que c'est quand même de bonnes nouvelles aussi. Ah, il y a Saint-Barnabé aussi, excusez. Donc, Saint-Pétronée puis Saint-Barnabé. Vous ne savez pas très bien. Est-ce que vous pensez que depuis l'adoption du projet de loi, il y a une amélioration au niveau du comportement dans les séances du Conseil? Est-ce que juste d'avoir adopté le projet de loi, il y a eu un signal fort qui a été envoyé? Oui, vraiment, il y a un changement. Puis il y a même un changement au niveau du respect des élus, je le vois, parce que même dans les commentaires, quand on a étudié le projet de loi, on parlait beaucoup des commentaires haineux, des commentaires violents. Puis, je le vois là, présentement, dès qu'il y a un commentaire, dès qu'il y a une situation, bien, on dit maintenant, le ministère des Affaires municipales, la ministre a mis en place le plan de protection des élus, le projet de loi 57. Donc, c'est quand même très médiatisé. Je remercie les journalistes, d'ailleurs, qui en parlent à tout moment, qu'un élu peut se faire harceler. Là, c'est surtout ces temps-ci, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Le temps est écoulé. Alors, avant de passer au député des îles de la Madeleine, je voulais juste rappeler que, Madame la ministre, vous avez à 2 reprises émis l'intention de déposer
des documents ou des réponses à la députée de Sherbrooke et la députée de Montréal-Outremont. Alors, veuillez les déposer au niveau du greffier. Député des Îles-de-la-Madeleine, c'est à vous pour 6 minutes 46. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la ministre. Je salue vos équipes également et mes collègues. Je vais aller d'entrée de jeu dans le dossier Stablex. Toutes les municipalités se sont unies contre le projet de loi 93. Je voulais savoir si, de façon préalable, Madame la ministre, vous aviez rencontré les fédérations, les unions, les municipalités avant d'aller de l'avant avec un projet de loi qui a été fortement décrié, comme quoi on suspendait essentiellement toutes les règles et les lois et les pouvoirs municipaux. C'était une attaque frontale, selon leurs propres propos, aux compétences municipales. Vous les aviez rencontrés ou pas? Bien, la mairesse de Blainville, je l'ai rencontrée durant mon mandat, ça c'est certain, mais pas pour le dossier Stablex. Puis le dossier Stablex, comme vous savez, il a été piloté par ma collègue. Mais comme je le mentionne, Stablex, on a regardé aussi toutes les possibilités, mais vous mentionnez que toutes les villes, l'autonomie municipale a été touchée, mais c'est ça que je mentionnais précédemment à notre collègue de Sherbrooke. Bien, il y a plusieurs municipalités qui ne peuvent pas se passer de Stablex. Donc, il y a plusieurs municipalités qui ne sont pas sorties, mais qui disaient qu'est-ce qu'on fait si on arrête avec Stablex. Puis aussi, il y avait une entente avec la ville de Blainville depuis 8 ans. La ville a changé ou a pris une autre position soudainement. Donc, ça aussi, ça n'a pas été... Depuis l'adoption du projet de loi, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer les unions municipales pour savoir si le bris de confiance qu'ils nous ont manifesté allait demeurer envers les municipalités? Il n'y a aucun... je ne sais pas si c'est ça que vous voulez parler, mais il n'y a aucun bris de confiance, là, avec le gouvernement, parce que Stablex, c'est une situation particulière. C'est le seul endroit au Québec. C'est une question de sécurité aussi pour les autres citoyens des autres villes. Donc, Mais lorsqu'ils ont dénoncé le fait que le gouvernement bafouait les compétences municipales, c'est pas rien. Ça pourrait se reproduire à tout moment. Ce message-là, vous l'avez entendu? Non, moi, je vous laisse vos propos, honnêtement, parce qu'il n'y a pas de bris de confiance. Parce que considérant qu'il y a tellement de municipalités qui en avaient besoin, et puis il y a tellement de municipalités qui ne sont pas sorties et qui disaient, nous, on ne sortira pas, on n'est pas d'accord, ou qu'est-ce qu'on fait? Puis comme je le mentionnais, c'est pas des petites municipalités non plus. Donc, faut voir qu'on a toutes les options ont été étudiées pour Stablex. Je voudrais parler rapidement de l'itinérance, qui est une crise majeure dans l'ensemble des territoires du Québec et qui touche de plein fouet les municipalités qui en peinent à répondre à cet enjeu-là. Est-ce que le ministère des Affaires municipales entend leur prêter main forte à ces municipalités qui se retrouvent bien souvent aux prises avec un problème auquel ils ne peuvent répondre avec les moyens qu'ils ont actuellement? On est toujours en collaboration, il y a tellement de rencontres, on fait tellement on est toujours en accompagnement, ça, c'est vraiment pas un problème. Puis, écoutez, Stablex, là... Mais dans le jeu, je parle d'itinérance, dans l'enjeu d'itinérance dans les villes et les municipalités, est-ce qu'il y a une approche du ministère des Affaires municipales en soutien aux villes? Tout à fait, parce que dans la déclaration, la déclaration de réciprocité, il y avait trois obligations de travailler les changements climatiques, l'itinérance et l'habitation. L'itinérance, comme vous le voyez, là, mon collègue délégué à la santé a mis plusieurs mesures, plusieurs moyens. On a même donné des autorisations pour la Ville de Montréal. Et les projets en itinérance, il y en a énormément maintenant au Québec. Mais compte tenu que l'itinérance est un problème qui s'exacerbe plutôt que s'amenuiser, est-ce qu'on en fait suffisamment? Du point de vue du ministère? Moi, ce serait facile de dire qu'on n'a pas fait assez dans le passé, parce que quand on est arrivé, puis on a vécu une situation pendant 2 ans et demi particulière, donc on a vécu plus d'itinérance, plus de problèmes de santé mentale. Mais on n'a jamais été autant présent, autant dans les programmes, autant dans le soutien, dans le travail de rue, ça se fait. Et puis, il y a la table. On a une table à toutes les 2 semaines avec mon collègue à l'itinérance et ma collègue aussi pour travailler cet enjeu-là. Je voudrais parler rapidement des infrastructures municipales. Dans la dernière campagne électorale 2022, vous aviez promis, le premier ministre lui-même l'avait fait, 470 millions d'investissements pour les cœurs de villages et villes, pour la vitalité. À ce jour, on a entendu dire qu'il y avait 50 millions. Est-ce que c'est la fin de votre engagement? Est-ce que vous reniez cette promesse-là de mettre 470 millions sur la table d'ici la fin du mandat? Bien là, d'ici la fin de mon mandat, c'est certain que votre question est hypothétique.
parce que 50 millions, si on peut, on va réinvestir plus dans le cœur de village. Mais c'est quand même un des seuls nouveaux programmes qu'on a gardé dans le budget. Donc, moi, je suis très fière. Puis, on a accepté 89 projets pour les commerces de proximité. Et c'est un des programmes qui est vraiment apprécié. Et c'est 150 000 maximum par commerce, dépanneur, épicerie ou station d'essence. Mais honnêtement, il y a l'investissement privé aussi très bien accueilli. Mais l'engagement gouvernemental était de 470 millions. Il nous manque 420 millions pour respecter l'engagement. Est-ce qu'il sera livré d'ici la fin de votre mandat? Bien, écoutez, comme je vous le mentionne, on a eu 89 projets acceptés, donc qui totalisaient 9 quelques millions, si je ne me trompe pas, environ. Donc, c'est les projets qui ont été acceptés. Les projets, on n'avait pas plus de projets. Si on acceptait d'autres projets, ce n'était pas des projets d'épicerie, de dépanneur ou de station d'essence. Le deuxième appel de projet est lancé. Donc, on en avait pour 9,5 millions. On suit la cadence. D'accord. Fin des crédits d'impôt pour le financement volontaire des partis politiques municipaux en pleine année électorale. Est-ce que cette mesure-là, vous avez été consulté par le ministre des Finances avant qu'elle ne soit annoncée? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème pour faire valoir la plateforme des candidats? On veut susciter l'intérêt pour les affaires municipales. Est-ce que vous avez été consulté? Puis pourquoi le faire en pleine année électorale? Oui, on a été consulté. Puis ça ne finit pas cette année, hein? Ça finit l'année prochaine. C'est important de le mentionner. Donc, cette année, ce sera possible de faire des dons aux partis politiques municipaux? Oui. OK. Et puis, pour la suite des choses, parce qu'il va y avoir des élections tous les 4 ans, est-ce que c'est une bonne idée pour la démocratie municipale? On dit que c'est le PQ qui l'a enlevé le crédit d'impôt provincial. C'est tout ça? Moi, je parle du dernier budget, la mesure qui a été annoncée, le crédit d'impôt pour le financement volontaire des partis municipaux. C'était ce qui était indiqué au dernier budget. Alors, nous allons maintenant retourner du côté de l'opposition officielle avec la députée de Mont-Royal-Outremont pour 20 minutes 27. Merci. Revenir sur la saine démocratie municipale, puis la relève. Vous avez parlé des femmes, mais pour assurer une relève municipale diversifiée, notamment attirer des jeunes en politique municipale, est-ce qu'il y a des initiatives particulières qui sont mises de l'avant? Oui. Comme je le mentionnais, on a fait le webinaire pour attirer plus de jeunes, plus de femmes. Puis c'est le webinaire qu'on a accueilli 800 participantes dernièrement. Donc ça a été quand même très, très bien apprécié. Il y a les feuillets d'information qu'on a fait également, les guides qu'on a élaborés. Il y a la campagne de communication qui vise également les jeunes. Donc, on explique les bonnes pratiques, le rôle de l'élu, l'accompagnement que les candidats peuvent avoir une fois élus. Alors, il y a énormément de travail qui est fait là, pour favoriser le respect et la civilité dans le milieu municipal pour une saine démocratie. Avez-vous des statistiques sur la présence de jeunes de moins de 30 ans, disons, sur des conseils municipaux? Je n'ai pas le nombre de jeunes de moins de 30 ans sur les conseils municipaux, à moins que mon équipe l'ait. Ça doit être assez difficile à avoir, sauf que on avait fait la campagne durant les dernières élections municipales, puis on était passé de 34 à 35 environ, plus de jeunes, plus de femmes à la dernière campagne municipale. Donc là, c'est sûr qu'avec cette nouvelle campagne-là, on pense qu'on va augmenter aussi le pourcentage. Je cite un cas spécifique, la démission de la mairesse de Chappé en novembre 2023. Isabelle Lessard, la plus jeune mairesse du Québec, elle a offert un exemple frappant de l'impact de la vie politique sur la vie personnelle des personnes élues au municipal. À un certain moment, je me suis sentie abandonnée et délaissée par le système politique québécois. Je sentais réellement, je ne sais pas comment dire poliment, qu'on s'en fout de Chappé et du nord du Québec qui est en train de passer au feu. Je sais que je suis en train de citer un cas particulier puis qu'elle a vécu des circonstances exceptionnelles, mais est-ce que vous sentez que les jeunes qui se présentent en politique municipale, comment vous réagissez à sa situation à elle, puis est-ce que vous pensez qu'il faut en faire encore plus pour les accompagner? C'est quand même assez troublant de lire ça. Oui, puis je peux vous le dire, je lui ai parlé souvent, là. Quand c'était difficile, quand c'était les feux de forêt, je communiquais avec elle, c'était important. Mais la campagne qu'on fait, la campagne de sensibilisation, c'est important aussi la campagne de communication pour expliquer c'est quoi vraiment le rôle. Mais on fait tout là, pour les jeunes, vous le voyez, pour avoir plus de jeunes, plus de femmes, pour
pour faire une belle campagne de sensibilisation. Mais pour tous les élus municipaux, c'est important aussi de suivre, j'en profite là pour le dire, de suivre ces webinaires-là aussi, parce qu'être élu autant municipal qu'au provincial, c'est bien aussi de savoir c'est quoi nos responsabilités, c'est quoi le rôle, donc pour tous les élus aussi municipaux. Mais pour les jeunes, toutes les nouvelles mesures, je pense que c'est quand même, ce sont de bons outils. Puis il y a aussi, il ne faut pas oublier les directions régionales maintenant qui s'impliquent énormément dans la municipalité. Merci. À mon tour je ne peux pas passer sous silence le dossier Stablex dans lequel j'ai été moi aussi impliquée aux côtés de ma collègue qui est porte-parole en environnement. J'ai entendu vos réponses. On vous a pas beaucoup entendu on vous a pas entendu durant l'étude du projet de loi. C'était votre collègue aux ressources naturelles qui était responsable du dossier. Puis je comprends très bien là, qu'il fallait trouver une solution, mais moi, je continue de penser qu'il y a eu une mauvaise planification dans ce dossier-là, puis que la population n'a pas vraiment saisi, étant donné la forte opposition, pas vraiment saisi qu'on était devant des circonstances exceptionnelles ou qu'on avait été... On n'a pas compris comment se fait-il qu'on ait été aussi dernière minute dans ce dossier-là à faire ça en toute hâte, de façon précipitée, en pleine nuit, pour autoriser une entreprise à détruire un milieu naturel avant le 15 avril, parce que ça devait se faire avant le 15 avril, étant donné la réglementation fédérale. Votre rôle dans ce dossier-là, je veux vous demander quel rôle avez-vous joué. Est-ce que vous êtes pleinement solidaire de la décision de vos collègues? Puis, est-ce que vous y voyez une atteinte à l'autonomie municipale? Mais comme je le mentionnais, parfois, il faut agir pour protéger les autres citoyens du Québec parce qu'on parlait d'aménagement du territoire, il y a des responsabilités partagées aussi. Le dossier Stablex, oui, c'est ma collègue qui chapeautait le dossier Stablex, mais honnêtement, avec les équipes, on a regardé le dossier, mais ça s'est pas fait à la dernière minute, là. Ça faisait longtemps qu'on essayait de trouver des solutions, mais moi, c'était ma collègue qui chapeautait le dossier. Ceci étant, la Ville a pris une décision, si je peux dire, inattendue. Donc, c'est là que tout le monde a été surpris et là, le dossier a été repris, mais il fallait protéger les autres municipalités du Québec aussi. Donc, est-ce qu'on continuait comme ça? Puis moi, je félicite le travail aussi de mon collègue député de Blainville parce qu'honnêtement, il a fait un travail colossal puis c'était pas facile. Mais toutes les analyses ont été faites. Puis l'autonomie municipale, je le mentionne, oui, il y a des municipalités qui étaient vraiment en désaccord puis qui n'étaient pas contentes, mais il y en a plusieurs au Québec qui se sont montrées plus discrètes parce qu'il n'y avait pas le choix pour leur municipalité d'être solidaire. C'est un dossier très, très particulier, là, Stablex. Donc, évidemment, moi, je pense que l'autonomie municipale, on n'a jamais donné autant de pouvoir aux municipalités, autant de montants. D'ailleurs, c'est les assises la semaine prochaine, puis je pense que j'espère, en tout cas, je vais me croiser les doigts, mais je pense que je vais être bien accueillie, là. Stablex, c'est vraiment particulier comme dossier. C'est un dossier particulier. Il y a quand même 130 villes, 20 MRC qui se sont montrés solidaires là, de la ville de Blainville. Mais il y en a 1100 municipalités au Québec. Il faut comprendre qu'il y en a d'autres aussi. Mais c'est vraiment pas un dossier facile. On a pris la meilleure décision, je pense, avec tout le contexte qu'on vivait, là. Souhaitons-nous une meilleure planification dans le futur là, pour ne pas être obligé d'adopter ce projet de loi-là, un tel projet de loi par le biais d'une procédure de bâillon. Étudiants internationaux, vous allez dire que je ne suis pas dans les bons crédits, là, mais j'en ai beaucoup parlé en enseignement supérieur, mais à Chicoutimi, à l'UQAC, l'Université du Québec, à Chicoutimi, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Ils représentent 38,7 % de la population étudiante de l'Université du Québec à Chicoutimi. On sait votre circonscription, évidemment, oui. Puis, donc, l'UQAC, comme d'autres universités, je pense qu'ils sont venus vers vous aussi pour vous démontrer leur mécontentement. Ils revendiquent notamment le dégel du PEC, le programme de l'expérience québécoise, un assouplissement de la loi 74. Là, vous savez que suite à l'adoption de la loi 74, il y a un décret qui a été émis au mois de février qui impose des quotas à chaque établissement. Je lisais un article où le recteur parlait de ses inquiétudes, puis c'est pas mal partagé dans plusieurs universités. Ces étudiants-là non seulement amènent un revenu, mais c'est aussi on en a besoin des étudiants internationaux pour pouvoir offrir des programmes, une vaste gamme de programmes pour compléter des cohortes à la grandeur du Québec
en région, comme à Chicoutimi. Puis à la fin de l'article que je lisais, vous avez été interpellé, vous avez dit, bien, je vais poursuivre mes discussions avec mon homologue, la ministre de l'Enseignement supérieur. Quelles revendications avez-vous faites dans ce dossier-là là, pour votre région, au nom du recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi? Bien, au départ, c'est pas des revendications parce qu'il fallait faire des vérifications. Quand on nommait la situation avec les étudiants étrangers à l'Université du Québec à Chicoutimi, d'ailleurs, moi, j'ai demandé à ma collègue, je la remercie, de l'enseignement supérieur, de se déplacer, de venir rencontrer le recteur, ce qu'elle a fait. On a rencontré le recteur et toute l'équipe de l'université pour comprendre la situation. Mais il y avait une situation particulière aussi parce qu'il y avait quand même plusieurs étudiants étrangers qui ne payaient pas les frais de scolarité. Donc, c'est sûr que je crois que l'université, selon moi, a bien agi parce qu'elle a exigé des paiements pour les étudiants étrangers. Il y a des étudiants étrangers qui ont conclu, qui ont payé leurs frais de scolarité, puis il y en a d'autres qui ne payaient pas du tout les frais de scolarité. Donc, pour l'université, ça a été quand même une période très difficile, mais ça s'est bien fait. On a travaillé en collaboration. Donc, vous avez vu, il y a des étudiants qui ont dû changer d'orientation ou aller vers d'autres écoles à ce moment-ci. Ils ont été déplacés. Puis aussi, l'université avait déclaré un déficit à quelques chiffres près, là, de 10 ou 11 millions. Il y a eu vérification des chiffres avec le recteur, M. Chiasson, et M. Sanson, excusez. Et les chiffres, finalement, ce n'est pas de 12 millions, c'est de 3 millions. Donc, l'université est en train d'encadrer, si je peux dire, et de revoir son montage financier. Les enseignants aussi, tout le monde travaille en collaboration. Il faut voir que nous, c'est une université particulière parce que, vous savez, on reçoit énormément d'étudiants étrangers, mais on reçoit beaucoup d'étrangers aussi qui arrivent de la Côte-Nord. Donc, c'est vraiment une université de région, comme on le mentionne. Elle est essentielle, mais j'ai confiance là, avec ma collègue à l'enseignement supérieur parce qu'il y a des communications sans arrêt, il y a quelque chose, on se parle, on fait des Teams et sinon... mais c'est important que les étudiants étrangers, comme on le mentionne, ne peuvent pas rester des années à l'université sans payer les frais de scolarité, ce qui a amené un déficit à l'université. Mais l'Université du Québec à Chicoutimi a redressé rapidement la situation, puis on va rester... il y a un projet d'ailleurs pour accueillir des étudiants en médecine. Ça se travaille avec... Alexandre Cloutier, le recteur, on travaille pour des nouveaux programmes aussi. On va continuer d'être en collaboration. Oui. PAFIRSPA, sur un autre sujet, vous avez vu à quel point il y a plusieurs projets qui ont été déposés, près de 1000 projets déposés totalisant 2,7 milliards, avec une enveloppe de 300 millions. Évidemment, il y a plusieurs municipalités qui sont restées déçues. Un peu plus de 300 projets ont été financés, laissant pour compte les 2 autres tiers. En tout cas, chez nous aussi, on n'a pas eu... il y a, je pense, un projet... C'est un projet sur 9, dans le fond, qui a été retenu, il me semble. Vous dites quoi aux municipalités là, qui ont mis beaucoup de temps et d'énergie à préparer des dossiers, monter des dossiers, qui souhaitent mettre de l'avant leurs projets d'aréna, de piscine, centres sportifs, récréatifs, etc.? Bien, c'est certain que j'en ai eu aussi. On a eu plusieurs projets dans notre municipalité. La première chose que je dis, puis c'est toujours ma première réponse, il ne faut pas toujours se fier au gouvernement. Il faut travailler avec le privé. Il y a plusieurs entreprises aussi qui veulent travailler dans des projets sportifs. C'est important de le mentionner. Il y a aussi une chose qui s'est passée. Moi, j'ai discuté avec plusieurs maires et mairesses. Et ce qu'on a fait pour être complémentaire au programme de 300 millions de ma collègue aux infrastructures sportives, le programme, si je peux dire, le programme Chouchou du gouvernement, bien, il y a aussi que, oui, les municipalités doivent investir, doivent collaborer, mais on a mis en place un nouveau programme. Puis tantôt, désolé, j'ai oublié de le mentionner, c'est le PRABAM. Donc, le PRABAM, le programme, c'est sur des infrastructures municipales aussi. Donc, là, le programme, c'est un programme de 90 millions qui peut aider pour construire un centre culturel. Là, c'est sûr qu'on touche la culture en plus, c'est quand même positif. Ou encore l'aréna, ou encore un terrain de tennis, terrain de pickleball. Donc, avec le nouveau programme aux affaires municipales, c'est quand même, ça a été très, très, très bien accueilli, salué. Puis c'était demandé de tous les députés. Fait que d'ajouter un nouveau programme comme ça, mais on vient juste de l'annoncer. Là, je comprends que c'est nouveau. Combien déjà? 90 millions.
Et est-ce que votre gouvernement a l'intention là, de lancer rapidement un autre appel à projet du PAFIRSPA? En fait, ce qui est demandé, c'est dès cette année, dès 2025. Puis même, il voudrait une enveloppe budgétaire d'un montant substantiel et supérieur à celui de l'appel précédent. Excusez, on chuchote. Il y a ici l'adjoint aux loisirs et au sport, mais je vais laisser la réponse à ma collègue, évidemment, ministre des Loisirs et des Sports, répondre à cette question-là, pour le PAFIRSPA. Merci. Donc, on attend des nouvelles dans ce sens-là, mais je pense que les municipalités, clairement, souhaitent retenir les jeunes, les familles. C'est tellement favorable pour le tissu social, pour au bénéfice d'une communauté, d'avoir des infrastructures sur place. C'est tellement en demande. On espère effectivement qu'il y ait une autre enveloppe qui soit rendue disponible. On a eu des cahiers suite à nos demandes. Il y en a une ici qui traite de... C'est celle-là que tu m'as montré tout à l'heure? Oui. Encore une fois, sur la question de la tech, je suis à la demande 33, si ça peut aider. On a les remboursements qui ont été faits, les renseignements particuliers. Généraux, celui-ci, désolé. Cahier suite aux demandes de renseignements généraux des oppositions. Demande 33, les remboursements 2024-2025 obtenus au 31 janvier 2025. Je regarde le total des subventions qui ont été versées au niveau de la tech. 445 millions cette année. Mais c'était beaucoup plus l'année précédente. C'était 703 millions. Comment qu'on explique cette baisse? Ah, c'est parce que là, peut-être, c'est sûr que ça fait quand même 5 ans, ou je crois 4-5 ans. Il y a eu un montant qui avait été ajouté durant la pandémie. Je ne sais pas si c'est ce montant-là que vous discutez, mais c'est plutôt la tech, comme je le mentionnais, que le fédéral a diminué ses investissements, disant que la taxe sur l'essence, évidemment, n'est plus la même. Donc, le fédéral a diminué ses montants au niveau de la tech. Mais nous, le gouvernement provincial, on a ajouté... pour compenser la perte du gouvernement fédéral, nous, on a ajouté quand même 800 ou 900 millions pour la tech. Donc, on a essayé d'équilibrer les montants, les pertes du gouvernement fédéral. Merci. Ah, oui. Encore sur la tech, mais dans l'autre cahier, demande de renseignement particulier, demande 16... Au niveau de la tech, aide financière fédérale dédiée en 2024-2025, 122 millions. Bon, 122, presque 123. Mais ça se compare à 1 milliard l'année précédente. Comment est-ce qu'on explique cette différence? C'est ça, je dis, c'est la différence... C'est encore la même raison? Pardon? C'est la même raison, oui? Oui, c'est ça. C'est la même raison. C'est pour ça que c'est important de signer rapidement. Si vous pouvez nous aider, c'est le fun. Quand on travaille en collaboration avec le fédéral, dès qu'on va... On va connaître le nom du ou de la ministre. Tout était bien négocié, on avait bien réussi, je crois. En tout cas, mon équipe, on croit qu'on va avoir la signature bientôt. On le demande également. C'est les infrastructures en habitation, donc il faut signer rapidement. Merci. Oui, il y a une demande que j'ai vue dans le mémoire, je change complètement de sujet, dans le mémoire de la FQM. Ils demandent de soutenir davantage les camps de jour. Je me rappelle quand j'avais parlé à certains maires pour offrir une expérience. Vous savez à quel point ils sont populaires, les camps de jour, dans les municipalités. Les municipalités offrent des camps, mais ils doivent évidemment s'occuper d'enfants, de tous les enfants, incluant ceux qui sont en situation de handicap. Il y a une demande spécifique ici là, de bonifier substantiellement l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. La demande, c'est de bonifier, c'est ça. En fait, parce qu'ils peuvent simplement, c'est le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet accompagnement, qui, selon le financement actuel, répond à uniquement 30 % de la demande réelle. J'ai trouvé ça, j'étais déçue de voir ça. Je me disais que il faut prendre tous les enfants, puis il faut que chaque enfant ait une expérience de camp optimale. Est-ce que vous allez pouvoir répondre à cette demande-là? Ou est-ce qu'elle a été répondue? Bien, l'ensemble des municipalités a été rencontré. Là.
On a toutes les demandes des municipalités, mais il y a un comité avec le secrétariat à la jeunesse et le ministère de l'Éducation qui est présentement en place. Puis, on collabore vraiment toujours avec ce comité-là. Puis, on connaît les demandes financières également. Il faut comprendre qu'il y a des camps de jour avec les municipalités, il y a des camps aussi de jour privés. Donc, faut comprendre qu'il y a des demandes différentes, mais l'adjoint parlementaire à la collègue ministre des Sports et des Loisirs est tout à fait au courant de ces demandes-là parce qu'il siège sur le comité. Donc, lui aussi, ce dossier-là, il l'a en priorité. Donc, on va voir comment ça peut fonctionner, mais les villes sont quand même sensibles à cette demande-là. Le ministère de l'Éducation également. Donc, on comprend qu'on est tout le monde en collaboration. On va voir vraiment les demandes réelles parce que, oui, on peut demander des montants, mais il y a aussi des situations. Est-ce qu'on emprunte une école? Est-ce qu'on est dans les installations de la municipalité? Donc, tout ça aussi est discuté, mais il y a un comité vraiment en place à temps plein qui travaille, puis avec l'Office des personnes handicapées du Québec également, qui est sur le comité. Donc, toutes ces personnes-là sont présentes. On essaie de répondre à toutes les réalités. Merci. Je pense qu'on est temps pour une dernière. Une minute 30. Ce sont bientôt les assises de l'UMQ, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Moi, j'ai lu évidemment les réactions de la FQM, de l'UMQ, j'ai lu certains des mémoires. Si vous attendez à ce que ce soit quoi le sujet chaud, les municipalités, vous pensez quelle est la principale revendication? Le chantier sur lequel ils ont besoin vraiment d'un soutien de la part du gouvernement? Oui. Bien, il y a peut-être... on n'a pas eu le temps d'en parler, mais peut-être qu'on va en parler aux assises pour la consultation citoyenne sur les référendums, parce que ici, je suis avec notre adjoint parlementaire aux affaires municipales qui siège sur ce comité-là. En fait, c'est lui qui chapeaute toute la consultation pour les référendums, pour les consultations citoyennes. Donc, il est aussi au fait de ce dossier-là. Peut-être qu'on va en parler aux assises. Les infrastructures en eau avec le fédéral, moi, je dis que on doit travailler ensemble, l'UMQ, la FQM, aller, Montréal-Québec, on y va. On a maintenant le nouveau premier ministre qui est nommé, puis je crois qu'il n'y a rien de plus important au Québec, je le dis toujours, que notre eau. Et il n'y a rien de plus populaire maintenant que d'investir dans notre sous-sol au Québec. Puis notre sous-sol, c'est les infrastructures en eau. Donc, oui, on peut construire très rapidement, mais il faut connaître l'inventaire. Merci, Monsieur le Président. C'est tout le temps alloué. Alors, nous allons maintenant du côté ministériel et je donne la parole au député de Lac-Saint-Jean. C'est combien de temps, M. le Président? 11 minutes 25. Merci, M. le Président. Tout d'abord, salutations à mes collègues, salutations aussi à mes collègues ici en face, puis souligner là, le ton et nos échanges. Encore une fois, une bonne collaboration, c'est apprécié. Merci beaucoup. Madame la ministre, on va terminer ça ensemble. J'aimerais aussi saluer l'équipe qui est en ornière ici, avec qui j'ai la chance de travailler régulièrement, entre autres. Puis je vais aborder un sujet qu'on n'a pas eu le temps de discuter, entre autres le Fonds Région Ruralité, que je trouve que c'est un dossier qui est extrêmement important. Puis vous m'avez confié la tâche, justement, l'an passé, d'organiser, de consulter, justement, dans le cadre du renouvellement de l'entente du Fonds Région Ruralité. Juste, Madame la ministre, me dire c'est combien le montant total là, pour la prochaine entente? C'est 1,3 milliard pour le Fonds Région Ruralité. Bon, bien, merci. Puis on a organisé, en fait, 3 grandes consultations. On a fait ça à Alma, entre autres, dans notre région. On en a fait une aussi là, dans les Laurentides, à Saint-Jérôme. Et on avait terminé aussi à Sherbrooke, en Estrie. C'était important pour nous de faire le tour parce qu'on était dans le renouvellement, puis on voulait aussi là, prendre le pouls, entendre, écouter justement nos élus municipaux, nos associations, l'UMQ, la FQM, puis nos gestionnaires aussi qui travaillent dans ces programmes-là. Justement, puis suite à ça, on sait, Madame la ministre, qu'il y a sorti 4 grands constats qui se sont dégagés de tout ça lors de ces rencontres-là. En fait, ce qui a sorti aussi beaucoup, c'est la grande pertinence du volet 2, le développement territorial, qui est très apprécié de la part de nos MRC, de la part aussi du personnel, puis ça vient toucher plus d'un point de vue local à des enjeux. On a aussi un deuxième constat qui est sorti, c'est le caractère essentiel là, du soutien à la coopération intermunicipale. On parle du volet 4, entre autres, le partage de services, les compétences.
On vient aussi répondre à des enjeux de main-d'œuvre dans ce volet-là qui est important. Il y a aussi un troisième constat qui était ressorti, c'était l'allègement administratif. Je me rappelle que les élus nous demandaient, dans la révision, je dis une révision, de revoir un peu au niveau de la simplification administrative, puis au niveau de la reddition de comptes aussi. C'était quelque chose qui était important, puis c'est correct aussi. Tu sais, on veut s'améliorer, puis... comme dernier constat aussi, bien entendu, vous en avez parlé, puis tout à l'heure, ma collègue ici en face l'a soulevé, qui concerne l'habitation, qui est ressorti aussi comme un enjeu prioritaire. Puis, entre autres, justement, ça a été mis aussi dans leurs priorités dans nos grandes orientations gouvernementales au niveau de l'occupation et de la vitalisation des territoires. Tu sais, c'est quelque chose qui a été soulevé au niveau de nos élus. Puis, je voudrais peut-être faire un retour aussi sur le FRR, l'ancienne mouture. Rappelez-vous, puis je vais vous donner quelques chiffres, je pense que ça peut être intéressant. Donc, on a le volet 1 qui est soutien au rayonnement des régions. On avait octroyé 860 projets qui avaient été soutenus. On parle de 201 millions de dollars qui ont été octroyés. Puis ce qui est le fun dans ce volet-là, c'est que les projets, c'est un comité de sélection qui est composé de nos préfets. Donc, il y a toujours un consensus, puis c'est selon des priorisations. Dans le volet 2, qu'on parle développement territorial, mais qui est le soutien à la compétence de développement local et régional, c'est 14 428 projets soutenus. Et c'est 778 ententes sectorielles de développement. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est un volet qui est extrêmement apprécié de nos élus. Puis, ça touche vraiment, là, c'est directement, c'est plus local, donc c'est intéressant. Il y avait le volet 3, qui était signature et innovation. Donc, 99 ententes qui ont été conclues avec 93 MRC. On parle plus de l'image de marque, entre autres, affirmer leur personnalité, affirmer l'affirmation territoriale, c'est important ça, le sentiment d'appartenance. Et le volet 4, bien entendu, qui comprend 2 sous-volets, qui est la coopération intermunicipale et le soutien à la vitalisation. Donc ça, la coopération intermunicipale, on parle de 376 projets de coopération intermunicipale qui ont été soutenus, en fait, je le disais tantôt, pour relever des nouveaux défis, le partage de services, puis avec la rareté de la main-d'œuvre, bien, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis juste vous mentionner là, que ça a été tellement populaire, ce projet-là, que les sommes se sont écoulées en l'espace d'1 an et demi. Là. Donc, on voit le besoin. Puis aussi, le soutien à la vitalisation, c'est 43 ententes de vitalisation qui ont été signées. C'est 310 projets locaux de vitalisation qui ont été soutenus. Puis, c'est les MRC dont l'indice de vitalisation est en bas de la moyenne provinciale. Et on a rajouté un 5e volet qui est le commerce de proximité. C'est un engagement de la part du gouvernement. C'est quelque chose afin de répondre à des besoins qui sont locaux, tu sais, entre autres, des services de proximité. Là. Tu sais, on parle de l'épicerie du coin, le dépanneur. Donc, on a fait un appel à projet qui a été cet automne. On a eu 219 demandes de projets et après analyse, 89 projets qui ont été soutenus. C'est 9,2 millions de dollars de la part du ministère des Affaires municipales. Puis on estime environ là, pour 33 millions de dollars d'investissements globaux. Donc, ça amène de la richesse. Donc, je veux juste vous mentionner que on a remanié ce FRR-là, on l'a réorganisé au cours de la dernière année, suite, bien entendu, à des consultations. Puis c'est important de tenir compte des souhaits qui étaient exprimés par nos élus municipaux, nos associations municipales, l'UMQ, la FQM. Puis ça fait partie aussi de notre grand chantier, justement, avec l'entente de réciprocité qu'on avait signée. Donc, rappelez-vous, Madame la ministre, ça, c'est important. Puis, je sais que vous avez fait l'annonce, justement, vous avez dévoilé là, le 7 avril dernier les nouvelles moutures, justement, de ce nouveau fonds-là, en fait, qui est reconduit, mais avec des améliorations. Donc, moi, j'aimerais ça que vous me dites un peu c'est quoi les nouvelles améliorations qu'on a faites dans ce fonds-là. Puis, si vous êtes en mesure de me donner les montants aussi, Madame la ministre, selon les volets, j'aimerais ça pour le bien des gens qui sont ici. Là. C'est bon. Est-ce qu'il reste du temps, monsieur? 5 minutes. 5 minutes, OK, je vais y aller en rafale. Donc, pour le volet 1, rayonnement régional, il est beaucoup plus flexible. Puis en plus, c'est qu'il y a 30 % qu'on peut prendre pour des projets actuels. Exemple, l'aluminium dans votre région, c'est le meilleur exemple pour dire, bon, bien, on vit une situation particulière avec les États-Unis. Est-ce qu'on pourrait développer ou accepter des projets qui touchent notre secteur, nos ressources naturelles? C'est un exemple. Donc, c'est quand même 44 millions.
Il y a également, avec le deuxième volet développement territorial, on a enlevé énormément de paperasse. Des procédures, on est passé de 17 à 5. On sait très bien que moins il y a de ressources, moins ça coûte cher pour les citoyens. Donc, au niveau des ressources, si parfois on peut diminuer la paperasse, ça va aider. En plus, quand on parle des ressources, faut être quand même... faut pas faire peur, là. Les ressources humaines que les MRC peuvent engager, c'est plus des gestionnaires de projets, des chargés de projets, parce qu'on veut que les projets lèvent. Donc, on garde quand même un 5 pour les ressources pour faire lever les projets. Ensuite, il y a le troisième volet, vitalisation. Bien, ça, vous allez aimer ça aussi parce que on va toucher des projets pour les 4e et 5e quintiles. Si je regarde chez vous, c'est ça que je suis allée chercher tantôt parce qu'on parle peut-être de Saint-Ludger-de-Milo, Saint-Henri-de-Taillon, La Marche, Sainte-Monique, Desbiens. Vous en avez quand même 5 qui pourraient avoir plus d'investissement, plus de montants. Et on parle de 28,5 millions à la grandeur du Québec, donc c'est pas rien. Ensuite, le volet, vous l'avez mentionné, coopération intermunicipale, bien, on a doublé les montants. On est passé de 12 millions, 12,5 millions à 25 millions. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait le plus de regroupements possible, des regroupements municipaux. On veut que les gens pensent même à aller vers des fusions, parce qu'on le sait, parfois, il y a moins de ressources disponibles dans les municipalités. Donc, si on peut se fusionner, on donne des montants, même bonification de 50 % pour les municipalités qui auront un plan de fusion. Donc, ça, c'est très, très nouveau. Commerce de proximité, bien, c'est vous qui s'en occupez. Donc, je crois que vous connaissez très, très bien le dossier. Positif, maximum de 150 000 par projet, mais en même temps, il y a eu 89 projets qui ont été acceptés. Parfois, c'est pas les montants qu'on donne, mais l'endroit où on investit, puis d'investir avec les épiceries du village, les dépanneurs, les stations d'essence, on s'entend, on aime ça les régions. Bien, ce programme-là, commerce de proximité, est vraiment populaire. On a lancé l'appel de projet 2, puis il y a l'appel de projet 3 aussi. On va essayer de peut-être faire des petites modifications. On a des demandes pour faire des petites conversions avec des églises, des bâtiments religieux. Donc ça se peut qu'on ait des changements aussi dans le volet 3. Mais le FRR, merci de poser la question, c'est 1,3 milliard. Il n'y a jamais eu autant de projets qui ont levé au Québec parce que, oui, on touche les MRC, les petites municipalités. Et c'est quand même... c'était une promesse, ça, de notre gouvernement, hein, de continuer avec le FRR, comme le point de croissance de TVQ, en 2030, on va donner près d'1 milliard aux municipalités avec la promesse de notre gouvernement. Donc, vous me permettez de mentionner ces montants-là aussi. Bien, justement, au niveau du point de croissance TVQ, puis vous avez fait, justement, j'aimerais ça que vous me parliez un peu parce que vous avez fait une autre annonce là-dessus. Il y a quand même des choses intéressantes pour les municipalités. Oui. Avec le montant d'argent, ça va... Oui. Bien, il y a eu le point de croissance de TVQ qu'on peut insérer aussi avec d'autres programmes. Donc, ça, c'est très positif. Donc, vous voyez comment on parle d'autonomie municipale. Les villes, je crois, qui sont très satisfaites. J'espère que ça va bien aller aux assises en fin de semaine. Puis, je suis pas inquiète d'ailleurs, mais on entend les demandes de tous les députés parce qu'on dit toujours, on travaille pour tous les députés. Les députés sont dans toutes les municipalités, donc il faut travailler tous ensemble. Puis je crois que c'est comme ça qu'on peut essayer d'offrir les meilleurs programmes aux affaires municipales. J'ai encore du temps? 40 secondes. 40 secondes. Bien, peut-être revenir un peu sur la coopération municipale, là. On sait que c'est important. On sait que les municipalités ont des enjeux. Puis justement, chez nous, entre autres, on a déjà des municipalités qui travaillent justement pour des potentiels, même aller plus loin que des services, mais même des potentiels de fusion. On force personne, mais je pense que ça commence à être bien ancré au niveau de la population déjà. Puis le ministère, avec le volet 4, c'est un volet qui est extrêmement important justement pour travailler ces enjeux-là. Puis je voulais terminer avec ce volet-là parce que c'est très apprécié. Oui, allez-y. Mais vous me permettez, là, parce que là, ça me fait penser, il ne faut pas oublier que les municipalités maintenant peuvent passer de 6 conseillers à 4 conseillers. Puis on était d'ailleurs dans une municipalité dernièrement, puis elles vont le faire. Donc, avis aux municipalités. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin aux échanges pour les crédits budgétaires, affaires municipales, les crédits budgétaires du portefeuille affaires municipales et habitation. Nous en sommes à l'adoption, mise aux voix des crédits. Alors, il y en a 5. Alors, je commence. Le premier, programme 1 intitulé « Soutien aux activités ministérielles » est-il adopté? Adopté sur division.
Le programme 2, intitulé Modernisation des infrastructures municipales, est-il adopté? Adopté sur division. Programme 3, intitulé Compensation tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités, est-il adopté? Adopté sur division. Programme 4, intitulé Développement des régions et des territoires, est-il adopté? Adopté sur division. Et le programme 6, intitulé Commission municipale du Québec, est-il adopté? Adopté sur division. En terminant, je dépose aussi les réponses aux demandes et renseignements des oppositions. Et, compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux à demain, mercredi 7 mai, à 15 h, où elle entreprendra l'étude du volet Capital national des crédits budgétaires du portefeuille Conseil du Trésor et administration gouvernementale. Alors, à tous, je vous souhaite une excellente soirée.